Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue. Dans cette vidéo, on va débriefer l'Adobe Max rapidement, on va pas en parler pendant des heures. Et surtout, et j'imagine c'est ce qui vous intéresse, on va avoir 1 heure de contenu sur les nouveautés de Photoshop CC 2019. Dans le titre de cette vidéo, je fais juste une toute petite parenthèse. Je sais que la plupart d'entre vous vont peut-être, la plupart je sais pas, mais en tout cas une partie d'entre vous ne vont pas vouloir écouter ce que je pense forcément de l'Adobe Max, ils vont aller juste au contenu. Alors je voulais pas faire plusieurs vidéos, je voulais que ce soit tout dans un seul bloc, comme ça c'est plus facile. Du coup je vous mets dans la description tout de suite là en bas les timecodes de aller directement au début de la formation aux nouveautés, de pas écouter mon blabla sur l'Adobe Max, et ensuite les différentes étapes aussi pour voir les différentes nouveautés directement, une sorte de table des matières si vous préférez. L'autre truc c'est que cette partie-là a été enregistrée hier soir après l'Adobe Max, donc c'est 1 heure de contenu qui a été fait après avoir eu le temps de lire les nouveautés. Il manque 1 ou 2 petites choses mais qui sont vraiment pas importantes sur les typos par exemple, le support des typos asiatiques, ce genre de trucs. Mais l'essentiel des nouveautés est là, donc c'est 1 heure de contenu fait avec attention, c'est pas 10 ou 15 minutes faites à l'arrache pendant l'Adobe Max alors même que le truc était pas complètement fini. Et vous pouvez retrouver ça sur tuto.com aussi, pour pouvoir le regarder avec une application sur mobile, etc. Si YouTube ça vous convient pas spécialement. Et juste une petite note, je suis obligé d'en parler, mais vous savez que je suis donc formateur sur tuto.com pour proposer des formations, des ateliers, y compris des formations complètes. Juste pour fêter entre guillemets l'Adobe Max, je mets ma formation complète en promo. Donc c'est du coup plus de 20 heures de formation qui sont à moins 26% pendant quelques jours. Donc là aussi le lien est dans la description, et d'ailleurs ce matin les clients de cette formation se sont donc réveillés avec les nouveautés évidemment proposées dans le sommaire, ce qui fait que sans quitter leur interface et sans quitter leur compte et sur le périphérique de leur choix, ils peuvent évidemment avoir la formation mise à jour, comme je vous l'avais fait d'ailleurs pour CC 2018, c'est-à-dire qu'ils ont acheté la formation il y a 2 ans, et 2 ans après, ils ont encore du contenu qui est proposé, donc dès qu'il y a des choses que je peux rajouter, je le fais pour assurer un bon suivi pour mes clients sur tuto.com. Voilà, ça c'est la parenthèse, donc les timecodes sont en bas, vous pouvez aller directement ici, dans cette vidéo YouTube, suivre les nouveautés. Maintenant passons au débrief. Donc pour ceux que ça intéresse, merci d'être resté si vous n'avez pas cliqué pour aller voir directement la suite. Alors évidemment l'Adobe Max c'est la grande messe Adobe, et c'est toutes les applications qui sont concernées, c'est tout l'écosystème Adobe qui est concerné, et je sais que vous êtes là pour peut-être différentes raisons. L'essentiel de mon audience c'est a priori de la photographie, de la retouche photo. J'ai aussi évidemment beaucoup de graphistes, et j'ai aussi des motion designers, des vidéastes, mais c'est essentiellement de la photo. Donc on va parler en premier donc de la photo, et ensuite on déroulera un petit peu le reste. Donc déjà pour parler dans les grandes lignes, c'est une Adobe Max bien huilée comme d'habitude. Il n'y a pas eu de grands changements dans le scénario, il n'y a pas eu de grands changements dans la façon dont les choses sont présentées. On continue le virage amorcé évidemment avec le cloud bien entendu, on continue le virage et l'emphase faite sur l'application mobile et le cross-platform, c'est-à-dire que les outils sont faits pour être le plus facile à utiliser possible pour publier du contenu sur l'ensemble des supports. Alors je vais pas vous régurgiter tout le truc marketing d'Adobe parce que c'est vraiment pas mon rôle, vous savez que en plus dernièrement je me suis pas fait spécialement connaître pour ça avec les critiques que j'ai émises sur Lightroom pour les pros de la photo, mais en tout cas l'orientation faite pour les créatifs et leur faciliter le travail pour publier du contenu sur plusieurs supports, c'est évidemment d'un point de vue business exactement ce qu'il fallait faire. Ensuite pour ceux qui font de la photo, donc on peut regretter que il y a des lacunes à Lightroom classique, et il y a une orientation grand public, ou en tout cas un élargissement au grand public ou aux créatifs qui ne sont pas des experts de la retouche photo, qui est faite avec Lightroom CC, mais qui ne correspond pas donc à ceux qui attendent des outils un petit peu plus poussés avec Lightroom, à ceux qui ne veulent pas stocker dans le cloud, à ceux qui ne veulent pas utiliser leur téléphone ou leur tablette pour retoucher leurs photos. Et ça se comprend sans problème. Donc, je hais dire ça, et je fais pas ça pour me faire mousser ou me la péter ou quoi que ce soit, mais je vous l'avais dit. Dans mes vidéos où je faisais la mise au point sur Lightroom, je dis pas que Lightroom c'est de la merde, je dis pas que Lightroom va s'arrêter demain, je dis qu'il n'y aura que des mises à jour à la marge pour Lightroom classique, puisque l'effort de développement et l'effort de l'équipe Lightroom est surtout fait sur Lightroom CC, qui correspond beaucoup plus à la nouvelle orientation, à l'orientation
du modèle Creative Cloud d'Adobe et que c'est là qu'il y a des gens à convertir à l'abonnement, des nouveaux clients à gagner. Les photographes pros, les experts de la retouche, ceux qui veulent des outils pointus, ceux qui ont des terras de stockage à garder hors ligne et qui étaient habitués à des vrais bons nouveaux outils, des mises à jour majeures sur Lightroom. Depuis Lightroom classique, je disais, ne vous attendez pas à grand chose, puisque clairement, ce sera un petit peu le parent pauvre, il sera toujours là, mais il n'y aura pas grand chose de neuf. On va regarder ensemble les nouveautés de Lightroom classique CC, mise à jour le 15 octobre. Alors, il y a eu des mises à jour qui ont été faites pendant l'année, il faut pas enlever ça non plus, on va pas regarder que ce qui a été fait le 15 octobre, mais quand on regarde ce qui a été proposé au cours de l'année sur Lightroom classique, bon, c'est vraiment des trucs qui sont... c'est marginal, quoi, c'est vraiment pas grand chose. Et évidemment, le 15 octobre, hier, mise à jour de Lightroom classique, dans une nouvelle version, il y a un nouveau moteur donc pour l'interprétation des fichiers bruts. Bon, ça c'est cool, notamment pour un meilleur rendu dans les hautes sensibilités et les basses lumières, donc tout ça c'est génial. Une connexion plus rapide quand on utilise un appareil photo Canon, donc pour moi, mettre ça en tant que mise à jour majeure, c'est un truc qui devrait être dans un patch, n'importe quel autre logiciel mettrait ça dans une note de mise à jour mineure dans un patch en disant c'est la 10.1.2 et dans la 10.1.2 on a amélioré la capture à distance chez Canon, voilà, on le mettrait pas en tête de gondole comme ça a été fait aujourd'hui, donc des trucs qui sont bien, hein, sympas, mais qui n'en sont nullement des avancées majeures. Il y a toujours un gros déficit sur Lightroom classique par exemple au niveau des masques, par rapport à Darktable. Il y a des choses à faire pour rendre l'utilisation des presets beaucoup plus facile, de permettre l'utilisation éventuellement de faire différentes couches pour avoir empilé plusieurs modules, comme on peut le faire dans Luminar. Donc la concurrence fait plein de choses vraiment très intéressantes sur l'édition de fichiers bruts, là où Lightroom classique ne fait que saupoudrer de nouvelles petites fonctions qui sont pas inintéressantes, pas négligeable et encore, mais voilà, je pense que si on continue comme ça, c'est exactement ce que je me dis depuis le début, ce ne sont que des mises à jour à la marge, tout l'effort est fait sur le nouveau Lightroom, donc celui qui est orienté cloud, et on se rend compte encore que pour celui-là, ce qui s'est passé essentiellement pendant l'année 2018, c'est surtout le rattrapage du retard qui a été fait par le fait qu'ils ont scindé en deux les deux logiciels. Donc Lightroom CC aujourd'hui, 15 octobre, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Importation de la bibliothèque Apple Photo. Sans déconner, est-ce que les pros, ceux qui avaient des terras de catalogue, qui font de la photo leur métier, la retouche leur métier, et qui travaillent avec Lightroom depuis des années, est-ce que c'est vraiment le plus important d'avoir une importation de la bibliothèque Apple Photo? Bien sûr que non, mais par rapport au public qui est visé maintenant, c'est ultra pertinent. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire, à savoir des gens qui faisaient un peu de retouche photo comme ça, et qui ont envie de passer à Lightroom parce que ça leur permet de synchroniser sur tous leurs appareils et tout, et qui étaient évidemment sur Mac, évidemment, c'est un truc qui est hyper intéressant. Le classement par personne, mais la reconnaissance des visages, ça existe dans Lightroom depuis Lightroom 6, c'était une des nouveautés de Lightroom 6 en mars 2015. Et ça vient arriver dans Lightroom CC. Pourquoi? Parce que Lightroom CC qui est sorti l'an dernier, il manquait plein de trucs, parce qu'ils n'ont pas pu tout faire d'un coup, forcément, et ils rattrapent leur retard. Donc, tout ça est hyper logique, tout ça est hyper intelligent. Comme je l'ai dit déjà dans ma vidéo à propos de ma mise au point sur Lightroom, Adobe fait exactement ce qu'ils doivent faire par rapport à leur nouveau écosystème et par rapport au Creative Cloud. Tout ça dans le but de permettre et de favoriser la retouche à des gens qui ne sont pas forcément photographes, mais qui sont des créatifs, qui travaillent en agence, des graphic designers, des architectes, des designers d'interface, et qui ont besoin de retoucher des photos. Pour ce public-là, c'est génial. Pour le public des photographes et des experts de la retouche, tous ces trucs-là, on s'en tape. Et le Lightroom classique qui devait prendre ce rôle, c'est-à-dire maintenir ce rôle de la retouche avancée, encore une fois, ne prend que des petites mises à jour de pas grand-chose, là où les concurrents, eux, poussent très fort, puisqu'évidemment, il y a, en plus de ça, une partie du public de la photo et de la retouche photo qui n'a pas voulu s'abonner, puisque c'était un public qui était resté sur la version boîte. Alors, je reviens pas sur l'abonnement, moi je vous l'ai dit dans ma vidéo et dans mes deux vidéos, j'ai fait une vidéo sur la mise au point sur Lightroom, je mettrai les liens dans la description, et une vidéo sur mon flux de travail. Je suis abonné au Creative Cloud complet, pour moi c'est une offre qui est hyper pratique, puisque je fais du print, je fais de la vidéo et je fais de la photo, donc du coup j'ai tout d'un coup, donc pour moi c'est génial. Voilà. Après pour l'aspect photo, je continue à travailler beaucoup avec Bridge et Photoshop, un peu moins avec Lightroom, et j'ai intégré dans mon flux de travail Affinity Photo et Darktable par exemple. Donc
c'est difficile de vous donner encore une fois un avis qui s'appliquerait à tous les métiers et à tous les niveaux. Il y a des amateurs aussi qui me suivent beaucoup, des retraités, des gens qui font de la photo de manière éclairés, on va dire, mais qui en font pas forcément leur métier. Voilà, on a tous des besoins différents, mais par rapport à la cible Creative Cloud Adobe, ce qu'ils font avec Lightroom, c'est très intelligent et c'est très bien. Pour ceux qui ont des besoins avancés, je pense que l'orientation ne va pas leur convenir, et c'est exactement ce que j'avais dit. À terme, à mon avis, Lightroom Classic, il est juste là pour ne pas mourir en fait, mais il n'est pas là pour être grandement amélioré. Les efforts de développement ne sont plus faits sur lui. Il va falloir l'accepter quand même, je pense, et se rendre à l'évidence. Ces mises à jour, c'est vraiment pas grand-chose, alors qu'on aurait pu s'attendre, peut-être par miracle, à un vrai coup de fouet qui nous aurait montré qu'ils veulent continuer à pousser des choses pour les utilisateurs avancés de Lightroom. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a quand même des trucs qui sont toujours aussi bien dans Lightroom. On va pas du jour au lendemain dire c'était génial et parce qu'ils veulent plus vraiment l'améliorer pour les experts, dire c'est de la merde. J'ai jamais dit ça. Je dis juste c'est dommage qu'on n'ait pas vraiment une vision à plus long terme avec de vraies améliorations prévues. Ça reste quand même un outil qui marche toujours bien, évidemment. Le module bibliothèque pour rendre à César ce qui appartient à César, je pense qu'il n'a pas d'équivalent. Je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais bon, moi Darktable, la bibliothèque est pas foutue comme je l'aimerais, probablement par habitude, hein, je plaide coupable. Capture One, son catalogue est un peu lourdingue à utiliser, déjà que, encore une fois, Lightroom n'est pas hyper rapide, mais Capture One, c'est vraiment pas le catalogue du siècle. Donc ils ont encore ça pour eux du côté de Lightroom classique, c'est-à-dire un module de tri qui est, à mon avis, pour l'instant sans égal. On attend ce que va faire Luminar. À mon avis, ce que va faire Luminar, ça va être pas mal, mais très incomplet, donc il faudra attendre dans le temps. Donc pour l'instant, ceux qui sont habitués au catalogue Lightroom et à ses fonctions de tri peuvent continuer à l'utiliser parce qu'il n'y a toujours pas vraiment d'alternative, mais en ce qui concerne la retouche et le développement et les outils de trucage, alors là, clairement, en face, ça s'organise et on va vraiment avoir du choix pour avoir des outils de développement qui s'améliorent, là où Lightroom classique, lui, est resté un peu collé en 2015 avec ce qu'il a proposé avec Lightroom 6. Je suis désolé, les fanboys Adobe, en particulier les formateurs qui sont très proches d'Adobe, vont pas être de cet avis, mais je pense qu'à un moment, il faut prendre un petit peu de recul quand même et regarder ce qu'on offre aux gens. S'intéresser aussi à ce que font les autres, parce que clairement, souvent, les gens qui ont ces avis-là ont un workflow 100% Adobe et se sont pas vraiment intéressés aux alternatives, donc c'est quand même difficile de comparer, de donner un avis quand on n'a pas essayé ce que faisait la maison d'en face. Donc moi, comme vous le savez, je suis pleinement indépendant, j'achète mes licences, je suis pas sponsorisé, je teste, j'essaye tout, et après je vous donne mon avis. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, mais au moins, j'ai la tranquillité d'esprit de me dire, je suis quand même un petit peu intègre et je vais vraiment essayer les autres trucs avant de donner un avis, quoi. Alors je vais pas tout essayer à 400%, mais bon, par exemple, Darktable et Luminar, j'ai quand même bien fait le tour, et j'ai utilisé ces logiciels dans des projets concret, pas juste 10 minutes pour essayer, pour pouvoir me donner un avis en me disant, voilà, si je devais bosser tous les jours avec, à quel point ça me rendrait service ou pas. Donc en gros, pour la photo, et pour la photo côté Lightroom, voilà, il fallait pas s'attendre à un miracle. On continue sur la lancée avec des mises à jour régulières, mais il y aura pas le coup de pied au cul que vous pourriez éventuellement espérer pour Lightroom classique. Voilà, mise à jour saupoudrée, c'est pas mal, mais c'est pas ça qui montre qu'ils vont vraiment mettre un coup de pied dedans. Et le Lightroom CC orienté mobile et cloud continue son bonhomme de chemin, rattrape son retard sur l'ancien Lightroom, qui à mon avis tôt ou tard il remplacera complètement, mais bon, ça on verra. Si ça vous plaisait pas il y a 2 jours, ça vous plaira toujours pas aujourd'hui. Le modèle d'abonnement est toujours le même, c'est toujours le même prix, donc c'est 11,99€ je crois en France. Pour avoir Lightroom classique et Photoshop, donc ça reste une offre pour ceux qui sont des pros quand même, qui est quand même assez intéressante. Pour ceux qui ont pas besoin d'avoir systématiquement toutes les mises à jour, au bout de 1 an, ça commence à devenir cher parce que pour 120€, vous avez par exemple Luminar et Affinity Photo. Voilà, donc à voir en fonction de vos besoins. Moi, en tout cas, j'ai pas cette question puisque j'utilise toutes les applications du Creative Cloud, donc j'ai vraiment besoin de tout l'abonnement. On va parler de Photoshop maintenant quand même, parce que c'est la photo dans Creative Cloud, c'est pas que Lightroom, loin de là. Alors Photoshop, là aussi, bon, on n'attendait pas spécialement de coup de pied au cul dans Photoshop, c'est-à-dire que Photoshop est tellement bon et tellement bien que bon, voilà les nouveautés. Et il y a même un peu d'autodérision en fait finalement pendant l'Adobe Max. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que par exemple pour le retour en arrière avec CTRL-Z, voilà, Terry White, et ça l'a fait rire lui-même sur scène. Évidemment, avant, il fallait faire CTRL-Alt-Z pour revenir en arrière, c'était la seule application qui utilisait un raccourci différent, maintenant on fait CTRL-Z comme toutes les applications. En gros, outre l'autodérision, de dire ça fait
1000 ans que vous nous demandiez de faire ça et on le fait que maintenant. Voilà, le but c'était de dire, bon, ben, il y a plein de trucs, on vous a écouté et on l'a fait. On a mis le temps pour le faire, parce qu'on était occupé quelque part, mais on l'a fait. Par exemple, un truc, moi, qui m'a fait un peu marrer, c'est la prévisualisation des modes de fusion sur les calques. Bah, c'est un truc qui vient d'Affinity Photo, donc quand Affinity est sorti, on s'est dit putain, mais c'est génial, pourquoi ça n'existe pas dans Photoshop, de pouvoir prendre les modes de fusion, et quand on les survole, avant de les valider, on voit ce que ça fait sur le calque. Il y a quelques modes de fusion que moi je connais par cœur, parce que je les utilise souvent, donc je sais exactement ce qu'ils vont faire, mais les 23, 24 ou 27, je sais plus combien il y en a dans Photoshop, c'est difficile de se dire à chaque fois exactement ce qu'ils vont faire, surtout qu'en fonction des images que vous avez, voilà, c'est peut-être aussi un petit peu imprévisible. Donc maintenant, on a ce truc-là, comme dans Affinity Photo. Donc là aussi, c'est le genre de truc, ça fait 1000 ans qu'on l'attendait, mais c'est arrivé. Pareil pour les outils de transformation qui maintenant maintiennent le rapport hauteur-largeur par défaut sans avoir appuyé sur Shift. Donc c'est des trucs qui sont très très cons finalement, qui ne sont pas des grosses avancées de ouf. Par exemple, c'est pas le contenu pris en compte quand c'est sorti, c'était vraiment un truc dingue quand même. C'est-à-dire que ça facilite vraiment le travail, quoi. Bon, ben on n'est pas à ce niveau-là, mais tout ça mis ensemble, ça fait, je trouve, une plutôt bonne version de Photoshop CC, un bon millésime. Le petit coup de la roue chromatique, la sélection du sujet automatique basé sur Adobe Sensei, toutes les petites choses qui ont été faites dans l'interface pour les noms de calque, dont j'ai pas parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les nouveautés, c'est vraiment un tout petit truc, mais c'est pas un petit truc isolé, tout ça mis ensemble montre quand même un peu d'attention à un logiciel qui est déjà tellement bon que c'est quand même difficile de vraiment l'améliorer. C'est pas une excuse, mais je veux dire, au moins ils restent à améliorer des choses qu'on leur demande depuis un moment, et donc c'est bien de voir qu'ils le font. Alors, dans ma vidéo sur mon flux de travail, je dis que j'utilise toujours autant Photoshop, mais j'ai intégré Affinity Photo, notamment sur mon portable, puisque Photoshop est évidemment un peu plus lourd, vu le nombre de fonctionnalités dont il dispose, que Affinity Photo. Donc il n'y a pas vraiment de débat, je peux comprendre un tout petit peu quand même la chasse aux sorcières autour de Lightroom, que certains photographes aient pas envie de passer à l'abonnement, qu'on se dise que Lightroom, c'est plus l'innovation qu'on avait avant et que les concurrents commencent à pousser très fort. Photoshop, je me suis jamais posé la question, ça reste le roi dans son château, quoi. C'est-à-dire que ça reste un excellent logiciel, ça reste le logiciel de retouche. Moi, je le couple avec Affinity pour mes besoins de mobilité, mais si je devais partir sur une île déserte et avoir un logiciel de retouche, ce serait pas Affinity, ce serait quand même Photoshop. Faut pas déconner non plus. Vous allez dire, c'est peut-être parce que j'ai des habitudes, que ça fait 20 ans que je l'utilise, mais quand même, il y a quand même des fonctions qui sont bien polies, il y a plein de choix, il y a plein de choses très avancées. Affinity Photo est un logiciel exceptionnel pour le prix, mais Photoshop reste le maître à mon avis à ce niveau-là. Maintenant, je comprends que, encore une fois, suivant à qui on s'adresse, si vous n'avez pas si vous n'en faites pas votre métier et que dépenser 13 € par mois pour avoir Photoshop, au bout de 2-3 ans ça commence à faire des sous, là où Affinity Photo, encore une fois, c'est 50 € et vous le gardez autant que vous voulez. Donc évidemment pour les amateurs, il est évident que la question se pose, surtout que Photoshop Element est pas vendu, c'est pas spécialement bon marché quand on y pense. Donc c'est évident que le rapport qualité-prix d'Affinity Photo est toujours exceptionnel. Mais en tout cas, Photoshop CC 2019, voilà, comme CC 2018, bon millésime. C'est pas une gifle intersidérale, mais c'est bien. Je m'attendais, pour être honnête, peut-être à un peu moins finalement. Pourquoi ? Parce que le gros accent de cet Adobe Max, et je pense que c'est assez révélateur, c'est que les nouveautés de Photoshop CC ont été traitées en même pas 10 minutes. Puisque finalement le coup de projecteur c'était sur Photoshop iPad, qui va être le truc de 2019, avec un vrai Photoshop pour iPad. Alors je vais être honnête, les trucs sur tablette, j'en ai rien à foutre, mais ça m'intéresse vraiment pas, c'est pas du tout mon flux de travail. Néanmoins, je trouve que c'est bien foutu, c'est-à-dire que ce qu'ils ont présenté, ça a l'air super rapide, ça a l'air bien présenté, c'est-à-dire que l'interface tactile plus le stylet, ils ont vraiment bien pensé le truc, et autant j'en aurais pas besoin, autant j'ai quand même envie d'essayer, ce qui est quand même assez incroyable. Bon, il faut quand même acheter un iPad Pro et donc vendre un rein pour s'acheter un iPad Pro, parce qu'un iPad Pro ça coûte à peu près le prix, je pense, de ma station de travail là maintenant, quoi. C'est vraiment très très cher. En plus l'Apple Pencil est vendu en plus, je crois, donc bref, c'est du Apple, donc ça coûte très cher, mais il faut avouer que ça a l'air bien foutu. C'est évidemment une réponse là aussi à Affinity Photo pour iPad. N'oubliez pas que Affinity est quand même monté sur scène à l'Apple, à la keynote l'an dernier, que ça a été élu l'application de l'App Store de l'année aussi, donc il y a le vent dans le dos pour Affinity Photo avec Apple. Donc hier le Schiller est monté sur la scène pour montrer à quel point ils étaient copains, donc c'est génial, on n'en doutait pas une seule seconde. Mais Apple fait aussi beaucoup copain avec d'autres éditeurs, et le retard sur tablette il est réel pour Adobe, mais bon, clairement ils mettent l'artillerie lourde derrière, donc il faut pas
faut pas se leurrer, il va y avoir une réponse, je pense, assez massive. On est arrivé aussi à ce niveau-là avec la vidéo, puisque Premiere Rush a été annoncé, c'était annoncé un petit peu avant l'été, mais là ça y est, c'est sorti. Donc il y a maintenant une application pour faire du montage sur plusieurs périphériques, pas uniquement sur desktop, et sans sortir le gros Premiere. Donc pour tout ce qui est vlogging, YouTuber, c'est-à-dire des vidéos, en gros pas monter des longs métrages de 1h30 à Hollywood, bien que Premiere soit pas spécialement utilisé pour ça, pour être honnête. On est plutôt sur du Avid ou du Resolve ou du Final Cut, mais bon. C'est vrai que c'est plutôt bien vu, bien visé, et donc même si moi personnellement je monte pas ou je fais pas mes photos sur tablette, j'utilise pas de tablette d'ailleurs, bah je trouve que le virage est plutôt bien pris, c'est plutôt pas mal foutu. J'espère que ça sortira sur d'autres tablettes que l'iPad Pro, parce que voilà, encore une fois, l'iPad Pro c'est vraiment très cher pour le bon modèle, le gros. À mon avis, le tout petit, je vois pas comment on peut travailler là-dessus, mais sur le grand modèle, ça coûte le prix d'un ordinateur, quoi. Donc franchement, je préfère m'acheter une machine que de m'acheter une tablette à ce prix-là, mais bon, c'est bien foutu. Espérons que ça arrive sur des périphériques un peu moins chers. Du coup, transition sur quel était le vrai accent donc de cet Adobe Max, c'est encore une fois le design cross-platform et en particulier l'expérience utilisateur et l'interface pour les applications mobiles et le web en fusion avec les applications, puisque maintenant les deux tendent un petit peu à fusionner. Et donc il y a un énorme coup de fouet qui a été fait sur Adobe XD, qui est excellent. Moi personnellement je l'utilise pas parce que c'est pas vraiment mon corps de métier, mais il faut voir sur les temps de parole dans les démonstrations, c'était quelques minutes sur le Photoshop, un peu plus sur Photoshop iPad parce que c'est vrai que c'était la nouveauté, et par contre il y a eu je crois quasiment 25 minutes ou 30 sur la démo de Adobe XD, sur son intégration avec Amazon Echo. Donc franchement j'ai rien à faire, enfin je veux dire c'est quand même pas tout le monde qui va développer des trucs pour Amazon Echo. En plus c'est plutôt bien implémenté. Ils en ont pas vendu des milliards des Amazon Echo, mais bon c'est quand même plutôt sur le marché US. Donc tout ça pour nous photographes ou graphistes, bon c'est peut-être pas le truc qu'on attendait le plus, mais bon, ok, c'est là-dessus qu'il faut répondre. Encore une fois, d'un point de vue business, c'est très bien fait. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Il reste la vidéo, donc pas de coup de fouet monstrueux à Premiere, mais des améliorations sur le décodage de certains du H.264 et du HEVC, donc H.265, pour Mac en particulier, qui était un tout petit peu en retard par rapport à la version Windows. Et sur After Effects, pareil, on va pas démonter toute la liste des nouveautés. Là, je vous ai préparé les liens d'ailleurs pour aller voir les nouveautés, mais il y a des trucs qui étaient là depuis 15 ans chez les concurrents, qui viennent enfin d'arriver dans After Effects. Je pense notamment à la passe de Z pour gérer la profondeur. C'est quand même le genre de truc, franchement, bon, il était quand même temps que ça arrive. Pareil pour l'accélération GPU sur le tracking planaire. Bon, c'est le genre de truc, les autres trackers faisaient ça depuis longtemps aussi. Néanmoins, c'est quand même plutôt une bonne version de After Effects, avec les outils de marionnette avancés pour faire des déformations animées, etc. Donc c'est Premiere After Effects, pareil, un bon millésime, même s'il y a quand même des choses qui méritaient d'être là depuis vraiment longtemps. Pareil, le coup des expressions qui ont été réécrites, avec un nouveau moteur JavaScript pour les expressions, il était temps. Moi qui ai dû un peu coder des expressions un peu plus compliquées quand j'étais chez Point de Repère, pour faire des outils, et encore on n'avait pas pu faire tout ce qu'on voulait faute de temps et faute d'avoir de la documentation. Voilà, ce truc là c'est plutôt bienvenu pour les studios d'effets spéciaux motion design qui ne sont pas sur Nuke parce qu'ils font pas forcément l'intégration 3D, mais qui ont quand même des outils un peu avancés, qui ont besoin de coder des trucs. Donc on peut s'attendre à des plugins qui vont être réécrits, je pense. Tous les outils, tous les plugins, les gros plugins After qui se basent massivement sur les expressions vont vraiment pouvoir bénéficier de ça, donc c'est bien de le voir arriver. Donc voilà, niveau vidéo aussi, on a eu quelque chose de pas mal. C'est surtout évidemment Premiere Rush qui est la nouvelle application et qui a beaucoup attiré les projecteurs, mais voilà, il faut pas enlever non plus les efforts qui ont été faits sur Premiere, sur After Effects. D'ailleurs dans Premiere il y a aussi un truc pour la correction de l'audio qui est plutôt bien vu. Et voilà, après bon, évidemment synchronisation, le pont avec Premiere Rush, il est évident que les deux premières vont pouvoir communiquer ensemble, c'est-à-dire que des choses qui ont été faites avec Premiere Rush peuvent ensuite être passées avec Premiere Pro, le vrai Premiere, voilà. Donc pas de mise à jour du moteur 3D d'After Effects et de la caméra, qui est le truc c'est ancestral ce truc-là, mais voilà, ça rend le travail en 3D impinable avec After Effects, mais bon, voilà, la caméra sera toujours aussi merdique et l'espace 3D aussi, mais au final on s'y est tellement habitué que bon bah du coup on fait avec. Et Premiere, le moteur, des améliorations sur le H.264 et le H.265 sur Mac. Pour autant, je pense qu'il faut pas s'attendre et même d'ailleurs d'après mes premiers tests, il faut pas s'y attendre du tout,
à une transcendance au niveau des performances du moteur. Face à un Resolve, face à un Final Cut, on sera toujours à prendre une grosse gifle en termes de performance. Les timelines en 4K avec des métrages très lourds, avec des framerates très élevés, seront toujours beaucoup plus fluides à lire dans Resolve et Final Cut. Et au moment du rendu, pareil, le moteur de rendu de Premiere, quand il faut encoder, sortir pour du YouTube 4K par exemple, c'est toujours aussi long. Voilà, donc en gros le résumé, c'est pas d'énormes coups de fouet monstrueux, mais une mise à jour toujours voilà incrémentale. On propose, on déroule. Au moment de l'Adobe Max en octobre, mais pas seulement, puisque pendant le reste de l'année il y aura encore des mises à jour. Là évidemment c'est le gros coup de projecteur, mais et c'est l'avantage du Creative Cloud, il y a aussi des mises à jour qui se font le long de l'année. Donc je pense qu'il faut complètement abandonner l'idée que il y aura un changement massif à une Adobe Max. Je vois pas une Adobe Max débutant en disant on a complètement changé After Effects, on a complètement changé Photoshop, ou on a complètement changé nos logiciels. Évidemment non, c'est quelque chose qui se fait en douceur. Néanmoins, une Adobe Max où on dit bon là on s'est entre guillemets un peu sorti les doigts pour que le moteur 3D d'After rattrape son retard sur ses concurrents, ou on a vraiment bossé le moteur de Premiere, voilà, à partir de maintenant, tac, nouveau moteur, vous allez avoir des performances qui sont du niveau de Resolve, ils le diront jamais comme ça, mais en gros, un vrai petit coup de fouet, ça serait quand même pas mal à une Adobe Max pour dire qu'il y a quand même des retards et qu'il faut qu'ils en prennent conscience. C'est pas arrivé cette année, mais bon, voilà. Donc au final, bilan, c'est bien, mais pas top. Pour la photo, hors Photoshop, c'est pas génial, c'est clairement une orientation grand public, amateur, des gens qui ont besoin de la photo mais qui ne sont pas des experts, donc c'est exactement ce que je m'étais imaginé, ce que j'avais a priori envisagé dans mes vidéos, avec à chaque fois je disais attention, on verra l'Adobe Max, je peux me planter, je souhaite de me tromper même. En ce qui concerne Lightroom Classic, non, clairement, c'est pas ce qui s'est passé. Lightroom Classic, quelques petites nouveautés mais qui sont loin de faire le jeu avec les efforts qui sont déployés par les concurrents. Donc si ça continue comme ça, à terme, Lightroom Classic aura vraiment beaucoup de retard face à ses concurrents. Et donc je reviens sur ma conclusion de cette fameuse vidéo où je disais plus que jamais aujourd'hui se pose la question de faut-il rester avec Lightroom pour ceux qui y sont encore. Moi personnellement j'ai déjà envisagé d'utiliser d'autres logiciels, j'ai intégré d'autres logiciels à mon flux de travail, donc personnellement je suis déjà formé et je pense qu'on peut vivre sans Lightroom. Ceux par contre qui ont une utilisation très avancée de la bibliothèque, ben, c'est tout ce qui reste à Lightroom pour l'instant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais alors, définitivement, quand les alternatives proposeront un bon module bibliothèque, et c'est le cas de OnOne par exemple, proposeront un moteur d'importation de catalogue, c'est le cas de OnOne aussi quand il va proposer ça en novembre, quand Luminar aura aussi son bibliothèque. En gros, quand il y aura un bon module de tri et la possibilité d'importer un catalogue, alors là il va vraiment falloir se faire du souci chez Lightroom, parce que c'est-à-dire que les gens trouveront un moteur de tri au même niveau et en plus pourront récupérer leur travail depuis le catalogue. Donc je pense que là, il y aura moyen de débattre encore un peu plus. Celui qui est bien placé pour faire ça, c'est OnOne, mais au moment où je parle, toujours pas de version française prévue. Par contre, pour ceux qui maîtrisent l'anglais, ben, dès novembre, intéressez-vous à OnOne, qui est fait par un tout petit éditeur aux États-Unis, mais qui propose de vrais bons outils novateurs en termes de retouches, plus avancés que ceux de Lightroom. Genre sans problème, les outils de masquage, de détourage sont vraiment beaucoup plus intelligents et faciles à utiliser que ceux de Lightroom, dispose d'un module de tri et en plus peut importer le catalogue. Donc le jour où ça va arriver en français, évidemment je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu et vous mettre le pied à l'étrier, et je proposerai très probablement une formation complète, voilà, vraiment en détail pour ceux qui se disent voilà, mon nouvel outil c'est OnOne, j'abandonne Lightroom et je passe là-dessus. Comme je l'ai fait d'ailleurs déjà pour Luminar et pour Darktable, mais comme je sais que vous tenez quand même à vous former en français, j'ai pas encore proposé de contenu sur OnOne parce que je me vois mal vous expliquer en français un logiciel qui, une fois installé chez vous, sera en anglais. Ça risque de rendre l'apprentissage un peu difficile. Alors voilà ce que on pouvait dire sur l'Adobe Max. J'ai fait du coup une petite courbe assez rapide sur l'ensemble des thèmes qui ont été abordés, puisque voilà, c'est pas que la photo, c'est aussi un peu la vidéo, c'est aussi un peu l'expérience, la mise en page, etc. Je vais pas parler d'Illustrator et de InDesign parce que c'est vraiment pas grand chose qui a été mis à jour, et encore une fois ces logiciels sont eux-mêmes déjà très bons, donc je suis pas tellement inquiet pour InDesign et pour Illustrator. Alors il y a Affinity Designer et Publisher qui vont vraiment former une vraie trilogie avec Affinity Photo, mais quelque part il n'y a pas de péril pour le print chez Adobe. Le flux de travail est tellement bien optimisé que même quand Publisher va arriver chez Affinity,
il y aura encore probablement un peu de maturité à acquérir pour vraiment proposer des alternatives, mais peut-être que dans 1-2 ans, quand tout ça sera rodé, il y aura vraiment les deux blocs qui pourront s'affronter. En tout cas, voilà, pour l'Adobe Max, une bonne Adobe Max, sans plus, pas le coup de fouet attendu sur Lightroom, mais ça, je pense qu'il fallait vraiment pas, fallait pas rêver, et pas vraiment de méga coup de fouet sur After Effects ou Premiere, même s'il y a quand même pas mal de bons outils, donc moi, perso, je trouve ça, ça me va bien, on attend toujours mieux, évidemment, mais ça me va quand même plutôt bien. Et pour ceux qui ont toujours des questions sur Lightroom, quoi faire, quand vous me posez des questions, n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous utilisez le logiciel, parce que je reçois depuis 1 an maintenant tellement de questions sur je pense à utiliser un nouveau logiciel, qu'est-ce que tu penses de tel truc, qu'est-ce que tu penses de tel truc, mais vous me dites pas ce que vous faites, vous me dites pas si c'est votre métier, vous me dites pas si c'est un hobby, vous me dites pas quel budget vous avez éventuellement, ou si vous voulez que ce soit entièrement gratos, vous me dites pas si vous êtes sur PC, sur Mac, parce que ça change quand même. Donc j'ai quand même besoin de connaître un tout petit peu le contexte, parce que vraiment la question est légitime. Quel outil pour retoucher ses photos? Elle a jamais été aussi importante aujourd'hui. Mais par contre la réponse est pas facile, parce qu'à une époque c'était Aperture ou Lightroom, voilà, c'est tout. Aujourd'hui on a plein de choix, les concurrents se sont bien positionnés et continuent de s'améliorer. Donc pour répondre, il faut moduler un peu en fonction de vos critères, et sans les connaître c'est vraiment difficile. Donc n'hésitez pas à débattre un petit peu dans les commentaires entre vous sur ce que vous pensez des nouveautés de cette Adobe Max. Donc maintenant je vais faire une petite coupure et on va passer à la vidéo sur les nouveautés. Donc je vais enchaîner en fait toutes les parties sur les nouveautés de Photoshop CC 2019. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ces vidéos peut-être un peu plus facilement et de manière un peu plus, plus agréable à consulter sur tuto.com. Et encore une fois, profitez de la promo sur ma formation complète à Photoshop CC 2017, qui a donc été mise à jour pour 2019, puisque je fais un moins 26% pendant quelques jours pour fêter cette Adobe Max. Voilà, et on se retrouve de toute façon très bientôt pour des vidéos évidemment de formation sur la retouche photo, et des vidéos de vlog pour parler de l'actualité, puisque ça va continuer encore pendant tout l'automne. On a vraiment une période très très riche pour la photo numérique et la retouche photo. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne découverte de Photoshop CC 2019, à bientôt. Alors parmi les nouveautés de Photoshop CC 2019, de cette mise à jour, il y a un nouveau fonctionnement du Content Aware, dans ce qu'on appelle en français le contenu pris en compte. C'est cet algorithme qui est apparu avec Photoshop CC 2015, si mes souvenirs sont bons, donc ça fait quelques années, et qui permet en fait d'inventer de la matière là où il y en a plus, ou là où il y en a plus, pardon, à partir de par exemple d'un détourage ou d'un recadrage. Bref, quand on va avoir une photo un peu plus grande. Donc là, juste un petit point, je suis sur l'interface de Photoshop qui, vous le voyez, n'a pas changé. Il y a des nouveautés, mais c'est pas un nouveau Photoshop radical. Donc il n'y a pas lieu de se faire trop de soucis sur ce que vous avez appris sur les versions précédentes. C'est une mise à jour en continu, comme on l'avait eu probablement aussi un peu avec CC 2018, qui était une bonne cuvée. Cette année, c'est peut-être, à mon sens, un tout petit peu plus timide. J'ai rien trouvé de complètement dingue, mais juste pour info, voilà l'interface telle que vous la démarrez la première fois. Et même en l'occurrence, je vais fermer voilà l'image, qui était d'ailleurs l'image de démarrage, je voulais vous la montrer aussi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est le nouvel écran de démarrage, qui est du coup aussi assez semblable sur les autres applications. Il y a vraiment un truc qui démarre quand vous lancez l'application. Le plus peut-être intéressant ici, c'est de voir qu'il y a des contrôles qui sont faits en fonction des applications. Par exemple dans Illustrator, vous voyez qu'il me propose certains modèles. Dans Photoshop, j'ai les derniers fichiers ouverts. Et évidemment, on a au passage, puisque c'est les nouveautés, la sortie des actions qui sont, j'imagine là-haut, des actualités qui vont être poussées par Adobe, puisque maintenant le moteur du logiciel est connecté en permanence. Même si vous n'êtes pas connecté à Internet, ça va fonctionner, mais vous avez des contenus qui sont poussés grâce à votre connexion à Internet. Donc ici, en fait, bon, c'est l'interface par défaut. Quand on fait fichier nouveau, évidemment, on retrouve encore une fois cette boîte de dialogue qui est apparue depuis quelques versions, depuis CC 2015.5, quelque chose comme ça, et on peut remettre l'ancienne. Mais en tout cas, quand le logiciel démarre, on a vraiment une interface assez unifiée. Bref, là n'est pas le sujet. Quand on veut créer de la matière à partir quand on recadre une photo, par exemple, alors, encore une fois, comme dans toutes mes démos, je ne vais pas faire de démonstration ultra spectaculaire et ultra marketing, où la photo a été choisie vraiment ultra super spécifiquement pour que ça marche, et que ça marche extrêmement bien, et que ça marche presque trop bien, puisqu'ensuite quand on passe dans le monde réel, entre guillemets, ça va moins bien. Donc je vais vous prendre une photo qui a été prise à Berlin, et on va faire du contenu pris en compte, et on va essayer de gommer les gens, et vous allez voir que là je lui donne un exercice pas évident, mais après tout c'est comme ça qu'on va le faire travailler, donc pourquoi pas.
Donc ici on a Camera Raw 11 avec le nouveau moteur de développement. Il n'y a pas énormément de choses de Camera Raw, j'ai fait une vidéo à part un peu plus loin, donc je vous invite à la consulter, mais on va pas s'attacher là-dessus, on va juste ouvrir directement l'image dans Photoshop. Et ce que je vais faire, alors maintenant que je vous ai dit que ça c'était l'interface par défaut, je vais faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire je vais fermer l'onglet formation et l'onglet bibliothèque que je n'utilise pas puisque je ne stocke pas mes fichiers sur le Creative Cloud. Je travaille avec Google Drive en l'occurrence, donc tout est stocké là-bas. C'est vrai que c'est pratique de pouvoir stocker des médias, de pouvoir stocker des logos, etc. en mode vectoriel. Ça peut m'arriver par certains projets de le faire, mais là en l'occurrence je ne vais pas le faire. Donc on va débloquer l'arrière-plan et par exemple ce que l'on peut essayer de faire, c'est de voir si on a une sélection, par exemple au lasso, et quand on va aller dans édition et qu'on va faire remplissage d'après le contenu, on va avoir, vous le voyez, c'est ça que je voulais vous montrer, une nouvelle interface. Et en fait ce que permet la nouvelle interface, c'est d'avoir une prévisualisation, vous le voyez, en direct de notre résultat. Et donc là ça tombe bien, ça se passe pas parfaitement bien, mais bon, évidemment ça fait une partie du boulot et ensuite il faudrait que j'aille faire du clone. Mais voilà, encore une fois, je veux pas vous mentir, sur du contenu pris en compte, on a vu tellement de démos où en un clic ça effaçait tout, ça refaisait tout, ça faisait le café. Contenu pris en compte, c'est un très bon algorithme, mais il ne fait pas le café, en tout cas pas encore. Mais en tout cas, cette interface, elle est bienvenue. Pourquoi? Parce que par exemple, on peut lui demander d'exclure certaines zones. Là, vous voyez que j'ai le mode soustraction qui est sélectionné par défaut. Le but, c'est quoi? C'est d'avoir un pinceau d'échantillonnage qui dit, il y a certains trucs, je veux pas que tu les prennes en fait. Je veux pas que tu ailles là-dedans pour essayer de deviner la zone d'échantillonnage. Donc en gros, toute la matière qui est susceptible d'aller pour ces personnages, c'est certainement pas les fenêtres du bâtiment et l'architecture. C'est clairement pas ça. Donc on le force à recalculer avec ce qu'il a autour de lui. Et même en l'occurrence, ici, ce qu'on pourrait lui dire, c'est de ne prendre qu'une partie. Par exemple, cette partie-là. Et même à droite des personnages, il y a des galets qui sont un peu différents. Donc voilà, je vais juste lui dire d'évaluer là-dessus. Et bon, alors c'est pas... c'est jamais complètement parfait du premier coup, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'évidemment dès qu'on lui demande de recalculer, on a toujours des résultats qui varient un tout petit peu, mais ça vous permet au moins de visualiser votre travail. Et avant, ce qu'on faisait, c'était qu'on revenait en arrière, on recommençait, on changeait un petit truc, on recommençait, et c'était au petit bonheur la chance. Alors il y a toujours une part de petit bonheur la chance, vous le voyez. On voit qu'on peut définir la prévisualisation de ce qui va échantillonner, vous pouvez changer la couleur, etc. Et on peut lui demander de faire une adaptation des couleurs avec différents modes. En gros, est-ce que c'est plus ou moins travaillé? Alors, on va être honnête, pour l'instant, dans la pratique de tout ce que j'ai essayé, j'ai pas vu des résultats ou de passer à genre supérieur, ça a marché du premier coup. C'est surtout dans la façon dont la texture qui est rajoutée va être analysée et réinjectée sur la nouvelle zone. On peut aussi faire une adaptation de la rotation, donc si jamais la zone que vous souhaitez cloner est faite à partir d'une zone où il y a eu une légère rotation, ça va pouvoir se faire ici. Donc ici, si on fait échelle et miroir, on va pouvoir évidemment jouer sur le fait que certaines choses entre ce que vous samplez, ce que vous échantillonnez, ce que vous clonez, vont changer de sens. Et donc il va automatiquement analyser ça pour que le résultat tienne compte de l'échelle ou du miroir. Ici, c'est pas mon cas, mais ça peut valoir le coup. Par exemple, vous voyez que quand on met échelle, il vous fait ce qu'il faut pour mettre à l'échelle. Par exemple, les briques ici dans son exemple, il les met à l'échelle pour que ça corresponde. En l'occurrence, moi, ça peut être pas mal, vous voyez, de faire échelle, parce que du coup, les petites briques qui sont en bas, alors les petits pavés plutôt, on va zoomer, et bien du coup, il les garde à l'échelle. Encore une fois, c'est pas parfait, mais on voit que ça donne un meilleur résultat. Alors je sais que je fais des démos, je vais le répéter encore une fois, mais je vous donne ici une photo, c'est exactement ce que j'aurais fait, c'est exactement ce que nous aurions fait, je pense tous, quand on aurait voulu enlever ces personnages. Soit on se frappe tout, entre guillemets, au tampon, soit on essaie le contenu pris en compte et on se dit, allez, au petit bonheur, j'y vais, il va peut-être arriver à faire un miracle. Et des fois, ça marche bien quand même. Et ensuite, il faut faire son travail de graphiste et de truqueur pour rattraper tout ça. Donc, je vais pas vous prendre un truc qui se fait en un coup, parce que c'est mentir, et mes formations ne sont pas... En gros, je travaille pas pour Adobe, je suis pas sponsorisé, donc je suis pas là pour montrer des trucs où ça marche nickel chrome et de manière un peu anormale. Donc évidemment, sur l'Adobe Max, c'est super intéressant à regarder ce qu'ils font, parce qu'évidemment, ils choisissent leurs exemples, et donc bien entendu qu'ils vont pas prendre un truc où ça fait un gros splotch comme moi ici en plein milieu. C'est sûr que c'est moins vendeur, mais bon, c'est un peu plus proche de la réalité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces deux personnages, et on va voir comment ils s'en sortent ici. On va recliquer sur édition, remplir d'après le contenu,
et on va retrouver cette interface. Alors ici, on voit qu'il échantillonne toute la photo, néanmoins il a l'intelligence de ne pas aller prendre un truc qui est à l'autre bout du monde, à l'autre bout de l'interface. Le résultat n'est pas parfait, il est allé m'incruster de la barrière, donc si je lui dis peut-être éventuellement de ne pas prendre cette zone-là, voilà, on voit que il a mis autre chose qui m'arrange pas spécialement, mais au moins c'est pas aussi violent que d'incruster la barrière. Et peut-être ce qu'on pourrait lui dire au final, alors vous voyez qu'on peut utiliser ici le lasso pour modifier la zone de remplissage, donc si jamais j'ai oublié un truc, ou si j'ai pris un truc trop grand. Donc on peut prendre par exemple le mode soustraction, si je veux pas que certaines choses soient clonées. Par exemple, j'ai envie de garder ça, et j'ai envie de garder ça. Vous voyez que vous pouvez revenir sur votre sélection. Encore une fois, avant, quand on en était là, on était obligé de recommencer en fait. Donc vous voyez que, aussi bien que la zone à échantillonner que ce qui va être réinjecté, peut être changé. Et enfin, on va finir sur un dernier truc qui est quand même vraiment cool. C'est comme la fonction pour améliorer la sélection ou améliorer le masque, on peut maintenant sortir sur un nouveau calque, sur le calque actuel, à même le calque, ou dupliquer le calque. Donc par exemple, on va mettre nouveau calque et on va cliquer sur OK. Et vous voyez que j'ai ma sélection, enfin mon résultat qui s'est mis à côté. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'aller prendre quelques petits coups de tampon et venir éventuellement essayer de parfaire le résultat qui est pas si mal, mais qui évidemment est pas parfait. Et évidemment, on est un peu plus proche de la réalité, on n'est pas sur une démo. Ici, ce serait pas évident d'imaginer, mais on pourrait probablement cloner peut-être un peu de matière à partir de la porte et essayer de refaire un peu le parvis, enfin en tout cas l'avant du bâtiment. Et encore une fois, à l'échelle de la photo, on aurait grandement facilité le travail, je pourrais quasiment le laisser comme ça, mais voilà, ça c'est du contenu pris en compte qui selon moi est plus proche de la réalité des truqueurs de photos, à savoir ça marche bien, ça fait pas le café, et ça demande toujours une petite intervention derrière. Après il y a des fois où c'est vraiment bluffant, notamment sur les paysages quand vous recadrez des panoramiques et qu'il y a du ciel et de la texture par exemple, de la végétation, ou des textures qui se répètent comme de l'herbe, ça c'est typiquement le genre de truc où il est très très bon, et des fois en un seul coup ça fait vraiment tout le travail. Mais en tout cas voilà, nouveauté de Photoshop CC 2019, cette nouvelle interface pour le contenu pris en compte qui est plutôt bienvenue, qui nous évite de faire des allers-retours et des annulations comme c'était le cas avant. Alors parmi les nouveautés de Photoshop CC 2019, assez rigolo quand même, il y a un truc qui vient tout droit d'Affinity Photo, qu'on demandait depuis longtemps sur Photoshop de toute façon, mais qu'Affinity Photo avait gentiment grillé, si vous me permettez l'expression, grillé la politesse en le faisant directement dans Affinity. C'est qu'en fait, les modes de fusion, vous le savez, il y en a beaucoup, 23 ou 24, je me souviens plus de tête, j'ai pas recompté avant de faire la vidéo, mais je crois que c'est 23 ou 24, et c'est une opération mathématique en fait, un mode de fusion. Ça se base sur plusieurs critères, évidemment la valeur RVB, rouge vert bleu, et aussi la valeur de transparence, donc l'alpha, et ça fait ça sur le calque courant, et ça fait ça sur le calque d'en dessous, pour définir quelle est du coup la couleur, la nouvelle couleur de chaque pixel quand on change le mode pour passer de normal à quelque chose d'autre. Donc ça peut servir à plein de choses, par exemple le mode lumière tamisée quand il est rempli en gris moyen, c'est-à-dire un gris 128, 128, 128, le gris moyen disparaît, tout ce qui est plus clair va éclaircir l'image d'en dessous, tout ce qui est plus foncé va assombrir, donc ça permet de peindre de la lumière. Donc les modes de fusion, c'est pas qu'un truc cryptique, mathématique, que personne comprend, il y a vraiment des applications concrètes pour les photographes, pour les graphistes, etc. Mais souvent, la plupart des gens que je rencontre, y compris très expérimentés, ne retiennent pas forcément ce que chaque mode de fusion va faire précisément. Et je peux pas leur en vouloir parce que je vais être honnête, je connais peut-être 6 ou 7 où je sais exactement ce que ça va faire et je vais l'utiliser en me disant je veux ça. Et pour les autres, ce qu'on fait c'est que on utilise la roulette. Alors sur Mac on n'utilise pas la roulette parce que ça marche pas. Alors sur Windows vous pouvez ici cliquer et utiliser la roulette pour la roulette de la souris pour voir les modes de fusion. Malheureusement sur Mac ça fait pas ça. Alors pour info je vous donne une astuce mais qui du coup est plus valable, mais quand on faisait Shift- ou Shift+, on pouvait passer d'un mode de fusion à l'autre. Alors maintenant on n'a même plus besoin de faire ça. Parce que enfin, quand on survole, enfin en tout cas quand on choisit avec la souris sans avoir cliqué, on voit le résultat. Par exemple, on voit en bas à gauche le content aware que j'ai fait, le contenu pris en compte, on voit ce que ça donne. Alors ici, j'ai aucun intérêt à faire un mode de fusion, mais imaginez, cas d'application concret, pratique, voilà. J'ai un logo en blanc sur noir qui m'a été donné par un client et qui n'est pas transparent. Et moi, je veux juste l'avoir sur blanc sur ma photo, donc je le colle et
Donc j'ai mon logo ici, alors j'ai pris le logo d'Adobe histoire que ce soit plus rapide, mais je suis sûr que vous avez déjà été confronté à ce genre de truc, c'est obligé. Donc le logo, j'ai envie de l'avoir juste en blanc et d'enlever le noir. Il y a un mode de fusion qui fait ça, je le sais, mais je me souviens jamais lequel. Alors évidemment, je m'en souviens, c'est éclaircir, donc voilà, ça fait partie de ceux que j'utilise tout le temps, mais si jamais vous savez pas, il suffit, voilà, maintenant de juste passer dessus et hop, on va pouvoir le trouver, et pas d'aller cliquer. Alors, pour ceux qui connaissaient pas Shift- et Shift+, je voyais des gens cliquer, essayer, je me disais, oh là là, le temps qui est perdu à passer à tous les modes de fusion, et c'est un truc que Affinity Photo a fait dès le début, et qui, en fait, c'est tout bête, hein, on se demande pourquoi Photoshop l'a pas eu avant. Donc bon, évidemment, maintenant ils l'ont fait, donc c'est une nouveauté qui est présentée comme, peut-être pas majeure, mais bien que sur la page d'Adobe, c'est présenté comme une nouveauté majeure, hein, c'est-à-dire qu'il y a les gros trucs, et il y a les... Ah oui, il y a aussi plein de petites mises à jour. Ben ça fait partie des gros trucs. Bon, on va pas débattre ici de qu'est-ce qui doit être considéré comme une nouveauté majeure, mais Photoshop il est tellement top, il y a déjà tellement tout qu'au final, on en rigole presque, et d'ailleurs il y avait un petit peu d'autodérision sur la présentation à l'Adobe Max, de se dire... C'est des trucs qu'on aurait dû faire depuis longtemps, ça fait 10 ans, 20 ans que vous nous demandez, quasiment depuis le début, et on le fait que maintenant, mais bon, on l'a fait, ça y est. Donc effectivement, bravo, il était temps, et c'est quand même super pratique. Et dans les autres trucs, alors j'ai pas fait une vidéo exprès dessus, et ça c'est présenté comme une nouveauté majeure, et ça m'a fait halluciner, mais vous saviez que pour revenir en arrière plusieurs fois, avant il fallait revenir d'un état dans l'historique. Et ce raccourci c'était CTRL-ALT-Z, parce que CTRL-SHIFT-Z c'était repartir en avant. Et finalement CTRL-Z était juste revenir en avant une fois, et repartir en avant une fois, et revenir en arrière une fois, c'était une bascule en fait. Et donc c'était un peu chiant parce que du coup, toutes les autres applications, même du monde, parce que c'est le raccourci le plus universel qu'on connaisse, il suffit de faire CTRL-Z plusieurs fois et on revient en arrière d'autant d'étapes que le logiciel le permet. En l'occurrence, Photoshop, par défaut, je crois que c'est 50, j'ai pas vérifié s'ils avaient changé ça dans CC 2019, mais on peut revenir en arrière par défaut 50 fois et jusqu'à 1000 fois, il me semble, 999. Et donc finalement, il n'y a que Photoshop qui utilisait CTRL-ALT-Z, enfin commande-ALT-Z sur Mac, ce qui était pénible parce que le réflexe qu'on a c'est de faire CTRL-Z et en fait non c'était CTRL-Z, donc voilà ça faisait cette petite gymnastique, il fallait se rappeler. Bon, maintenant on peut faire CTRL-Z plusieurs fois et ça revient en arrière plusieurs fois, donc c'est vraiment c'est vraiment un peu dingue de se dire que c'est présenté comme une nouveauté majeure, mais là j'ai l'écran à côté du site qui référence les nouveautés du 15 octobre et il y a marqué voilà, possibilité de revenir en arrière plusieurs fois avec CTRL-Z. Je pense que ça a tellement embêté de gens, pour pas dire autre chose, qu'ils le présentent comme une nouveauté majeure, mais voilà, sur scène, évidemment, il faut relativiser. Il y avait un peu d'autodérision, ils savent très bien que c'est pas la nouveauté du siècle, mais bon, c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire. Alors, si on va dans l'édition, il y a toujours CTRL ou commande sur Mac, Shift Z pour repartir en avant dans l'historique, puisque bon, pour le coup, on a un raccourci à juste une commande pour revenir en arrière, mais il faut bien faire un Shift quelque chose pour dire de repartir en avant. Et ça, c'est un peu logique, parce que Shift, ça veut dire shifter, altérer en anglais, et donc ça altère le comportement d'un truc original. Donc CTRL-Z devient CTRL-SHIFT-Z, voilà, et CTRL-ALT-Z, bon voilà, je sais pas, pour le coup je sais même pas ce que c'est devenu, voilà, ça ne fait rien, bon voilà, vous avez la réponse au passage, donc CTRL-Z est enfin redevenu le raccourci universel, et on peut enfin prévisualiser les modes de fusion. Donc j'ai mis ces deux trucs en une seule en fait, parce que ça me paraît être... ça fait sourire, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a demandé que je pouvais pas ne pas vous le montrer, parce que c'est enfin là, dans Photoshop CC 2019. Alors parmi les nouveautés de Photoshop CC 2019, c'est présenté encore une fois comme une grande nouveauté, mais c'est plein de petites choses. La grande nouveauté, c'est dire on vous facilite la vie pour travailler plus vite sur votre interaction avec les outils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire plein de choses. C'est plein de choses en fait qui ont été demandées, je pense quasiment depuis le début de Photoshop. Par exemple, quand on faisait une transformation, donc imaginez ce logo que j'ai rajouté en bas, que je vais renommer au passage parce que je suis un petit peu maniaque. Le logo, j'ai envie de le grossir. Alors il n'est pas vectoriel, donc vous m'en voudrez pas, c'est peut-être pas en termes de méthode ce qu'il faudrait faire, mais dans la vidéo précédente, j'ai montré juste avant comment mettre le mode de fusion qu'il fallait juste avec la prévisualisation. Maintenant j'ai envie de le transformer. Quand je vais faire CTRL-T ou Command-T, donc vous voyez que les poignées ont changé. On a un nouveau look qui est là aussi uniformisé selon le look des autres applications. Donc ça correspond à ce qu'on trouve dans InDesign, ça correspond à ce qu'on trouve dans Adobe XD, ça correspond à ce qu'on trouve dans Illustrator, etc. Et donc si je veux légèrement le mettre à l'échelle, en l'occurrence puisqu'il est pas vectoriel, ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en petit et bien en fait je n'appuie pas, regardez, je triche pas, si vous voyez ma caméra en bas à droite de cette vidéo, il est bien mis à jour par défaut en mode rapport
hauteur, largeur, c'est-à-dire que avant on était obligé d'appuyer sur Shift pour maintenir le rapport hauteur-largeur et Alt pour le faire partir du centre. Maintenant, il faut toujours appuyer sur Alt pour le faire partir du centre, mais au moins par défaut, on maintient le rapport hauteur-largeur. Et quand on va appuyer sur Shift, là, on va lui dire de ne pas respecter le rapport hauteur-largeur. Ce qui est finalement, évidemment, l'exception. La plupart du temps, quand on effectue une transformation, on a besoin de maintenir un rapport hauteur-largeur. Donc ça fait partie des petits détails qui sont assez bienvenus, mais ça s'arrête pas juste à l'outil de transformation. Donc par exemple, quand on prend l'outil texte, et on va signer cette image, on va mettre, alors vous voyez que par défaut en l'occurrence j'ai du lorem ipsum, donc ça c'est plutôt bien foutu. Juste un autre truc aussi, j'ai créé un texte de points ici, mais je vais créer un paragraphe, et vous voyez que j'ai du lorem ipsum aussi par défaut, donc ça c'est plutôt bien. Et bon, alors je vais garder le paragraphe, en l'occurrence ici on va se mettre avec une taille plus grande et on va taper en majuscule Berlin, on va mettre même un peu plus gros que ça. Alors je vais mettre, je sais pas, 72 par exemple. Et vous voyez qu'avant on était obligé d'aller sélectionner un autre outil, on était obligé d'appuyer sur Entrée, et même pire, à une époque, Photoshop ne comprenait que le Entrée du pavé numérique. Donc ceux qui n'avaient pas de pavé numérique étaient obligés de faire une touche fonction quelque chose pour simuler le pavé numérique avec la touche Entrée normale. Donc là je vais aller dans texte et mettre convertir en texte ponctuel. Et quand je suis sur un autre calque, pareil, pour modifier le texte, en fait, on voit que quand je fais double-clic maintenant, même si je ne suis pas du tout sur le calque, même si je ne suis pas du tout avec l'outil texte, et bien évidemment, je vais pouvoir changer le titre. Donc on va mettre par exemple Berlin 2019, et on va sélectionner la couleur, et on peut faire évidemment tout ce qu'on aurait fait d'habitude. Vous voyez que moi j'ai encore le réflexe d'aller chercher l'outil déplacement, tellement c'est pas encore complètement naturel pour moi. Alors, juste un détail quand même, là je suis sur le calque contenu pris en compte. Si je prends le pinceau et que je me mets à peindre, évidemment, vous vous doutez bien que voilà, je clique là-haut, il va pas aller me sélectionner le texte. Si je prends l'outil sélection, il va dire tu veux faire une sélection. Je suis pas sur le bon calque et pas avec le bon outil. Par contre, si je prends l'outil déplacement et que je me mets au-dessus et que je double-clique, hop, là par contre, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi? Attention, c'est parce que par défaut, vous avez une sélection automatique sur le calque quand même qui se fait. Donc il a fait ça. Et derrière, évidemment, il a enchaîné avec le fait qu'on peut éditer du coup le texte. Donc ne vous laissez pas forcément méprendre par cette nouvelle fonction. Donc on va revenir en arrière plusieurs fois avec CTRL Z du coup, puisque c'est le raccourci. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est que ici, vous voyez que l'outil sélection, toujours pareil, c'est normal, l'outil sélection sélectionne, mais au moins quand on prend l'outil texte et qu'on est ailleurs, en l'occurrence, on va pouvoir double-cliquer et là il va reconnaître l'outil texte. Donc ne mélangez pas les deux. L'outil texte reconnaît automatiquement le calque sur lequel il va devoir agir quand on le survole, même s'il n'est pas sélectionné. Par contre, le coup de l'outil déplacement, c'est parce que vous avez maintenant par défaut, ça fait d'ailleurs quelques petites versions que ça dure, la sélection automatique et qui du coup derrière vous sélectionne le texte parce que le premier clic il a sélectionné le calque de texte et le deuxième clic passe en mode édition. Néanmoins, ça permet vraiment d'éditer les textes d'une manière super rapide et super pratique. Donc le coup de pouvoir valider aussi à l'extérieur du calque, c'est pas mal. Et il y a encore un autre truc derrière parce qu'on peut. Alors je vais me faire au passage un petit alignement histoire de vous faire une image, voilà, que ce soit pas tout n'importe comment. Et je vais le mettre à peu près vers là parce que du coup je me dis je vais à peu près recadrer à côté du drapeau. Donc je vais appuyer sur C pour passer en mode recadrage. Et vous voyez ici que on recadre, et pareil, plus besoin de valider avec entrée, plus besoin d'aller prendre la souris là-haut, je peux juste boum, cliquer à côté, et je vais avoir une validation qui va se faire. Donc tous les outils qui nécessitent un peu de transformation avec une validation vont pouvoir être validés en cliquant directement sur le canevas. Donc ça c'est vraiment bienvenu, c'est encore une fois un truc, c'est pas grand chose, mais c'était tellement ennuyeux de ne pas pouvoir le faire, surtout qu'on pouvait le faire dans les autres applications, que du coup c'est une nouveauté bien appréciée. Il y en a probablement d'autres que j'ai pas encore vu. Si j'ai vraiment raté un énorme truc, de toute façon je mettrai à jour cette vidéo dans le sommaire tuto.com. Je sais pas si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur tuto.com. Sur YouTube ce sera une seule et même vidéo concaténée, plutôt que d'éviter d'envoyer plusieurs petites vidéos. Sur tuto.com vous aurez une vidéo sur les nouveautés avec vraiment des vidéos séparées par thème. Donc s'il y a des trucs que j'oublie, je mettrai à jour cette vidéo sur les nouveautés de Photoshop CC 2019. Donc s'il y a un truc de transformation que j'ai raté, je vous le rajouterai, voilà. Mais bon, en gros, plein de petits trucs comme ça qui permettent de se faciliter la vie. Il y en a un qui est encore mieux et qui arrive dans la vidéo juste après, c'est sur la sélection des couleurs. Alors, autre nouveauté assez intéressante, ça concerne la couleur.
on a maintenant un nouveau mode pour représenter les couleurs. Donc ici j'ai l'interface par défaut. Et le but du jeu, ça va être, sur une image comme ça, une image assez simple, je vais par exemple créer un nouveau calque. Et je vais utiliser la fameuse fonction couleur. Donc je pourrais me servir aussi de la prévisualisation en temps réel des calques, mais je vais prendre le pinceau et donc on va dire qu'on va prendre une sorte de mauve et on va peindre. Voilà, pour changer la couleur de la bouche, donc c'est quand même un peu violent, donc on va peut-être mettre une opacité un peu réduite, ou alors je peux peindre en mode 100%, et puis je changerai l'opacité du calque par exemple, pour que ce soit un petit peu moins fort. Donc là j'ai mon panneau couleur, donc quand je vais dans les options, j'ai maintenant roue chromatique, qui est une roue chromatique non pas basée sur le RVB, qui est pas très intuitif, puisqu'évidemment c'est un mode de représentation additif pour l'écran, mais c'est nullement le mode qui permet aux humains de réfléchir, c'est le TSL. D'ailleurs, quand on va dans le sélecteur de couleurs dans Photoshop, c'est bien TSL qui est choisi par défaut, c'est-à-dire qu'on choisit d'abord une teinte et ensuite on module selon la saturation de gauche à droite et la luminosité de haut en bas. Donc c'est un mode qui ne sert pas pour représenter les couleurs mathématiquement, informatiquement parlant à l'écran. Il n'y a pas d'image en mode TSL, ça n'existe pas. Il y a du RVB, il y a du CMJN, il y a du Lab, mais c'est juste une interface pour les humains basé sur le principe de la roue chromatique. Or ici la roue, ce n'est pas une roue, c'est une bande de couleurs qui commence et qui finit à 0 ou à 360 évidemment, puisque c'est une roue. Et ce choix avait été fait à l'époque parce que les écrans étaient tout petits en termes de résolution, et donc cette boîte de dialogue, elle vous paraît toute petite ici en 2018 sur mon écran en 4K de bourgeois. À l'époque on n'avait pas ce luxe, on n'était pas des bourgeois comme maintenant, les écrans étaient tout juste en couleur dans les premières versions de Photoshop, et bon évidemment une boîte de dialogue comme ça elle recouvrait tout l'écran parce qu'on était même pas en 640, 480 quoi. Donc en gros les ingénieurs s'étaient dit on va représenter ça sous forme d'une bande, et voilà. Et du coup ça donne ce système qui en fait n'est pas vraiment le plus pratique. D'autres logiciels comme GIMP, comme Affinity, comme Corel et comme plein d'autres, j'en oublie forcément, ont utilisé ce mode-là dans leur système de couleurs, et finalement c'était toujours pas dans Photoshop, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors ça l'était à travers des extensions. Moi je me souviens qu'à l'époque dans CS4, j'avais utilisé Magic Picker, qui était une extension Magic Picker qui était payante, je crois que ça coûtait une poignée, une dizaine de dollars, un truc comme ça. Et on pouvait avoir cette roue. Donc maintenant vous l'avez, c'est-à-dire qu'on peut choisir vraiment dans l'harmonie, dans la roue chromatique, c'est-à-dire se balader sur une vraie roue chromatique, et une fois qu'on a choisi sa teinte, eh bien on va pouvoir moduler directement à l'intérieur ici, ou choisir les bonnes vieilles glissières TSL qui sont toujours là de toute façon. Et du coup maintenant je peux utiliser peut-être une couleur un peu moins flashy pour changer mon make-up. Donc on va faire vite fait une petite retouche sur cette image, donc on va faire un cas pratique tout simplement. Donc je m'y prends à main levée, j'ai pas branché ma tablette mais peu importe. Et donc on est en mode, ici couleur, c'est qui est le mode de fusion, qui me permet de changer la teinte des pixels situés en dessous. Donc ça garde la luminosité, donc c'est pour ça qu'évidemment on recouvre pas complètement, mais ça me permet de changer facilement la couleur. Donc je le fais à la va-vite évidemment. Et donc on va changer l'opacité, donc on va mettre par exemple voilà, autour de 30 ou 40%. Et vous voyez que ça marche particulièrement bien, et puisque maintenant on a cette nouveauté, en survolant on voit les différents effets du mode de fusion. Et donc si on n'était pas sûr, on aurait pu se dire que par exemple couleur c'était vraiment ce qui permettait de changer la couleur, mais en l'occurrence ici on se rend compte que lumière ponctuelle peut faire un effet de make-up avec un petit dégradé, ça peut être sympa aussi. Voilà, c'était histoire de vous montrer au passage l'application d'une nouveauté qu'on a vue juste avant, avec une nouvelle, même si à mon avis c'est plutôt fait pour être couleur, mais voilà, vous avez maintenant dans les options, il faut penser à y aller quand même, l'option roue chromatique qui vous permet de choisir les couleurs selon une vraie roue chromatique et en TSL. Alors il y a de la nouveauté pour la sélection. Alors depuis quelques versions déjà, on a un nouvel outil qui s'appelle la sélection rapide. C'est le truc que l'on a en haut à gauche ici. Donc on a sélection rapide et baguette magique. Ça doit faire depuis Photoshop CC, je sais plus combien, que là j'essaie d'avoir un historique de toutes les mises à jour dans ma tête étape par étape, mais c'est quand même pas évident. Ça permettait en fait de faire des sélections rapides sur des formes. Donc en gros on fait une sélection. Donc imaginez que je veuille sélectionner la statue. Donc nous d'un point de vue humain on sait qu'il y a une statue devant un autre truc derrière. Mais pour le logiciel c'est quand même pas évident parce que lui il va raisonner en termes de luminance ou de chrominance en l'occurrence. Il va se baser sur la différence de contraste sur la lumière ou les différences sur la saturation s'il y a des couleurs plus ou moins vives. Ça c'est les outils qu'il a à sa disposition.
Nous, humains, on reconnaît avec nos référents culturels, on reconnaît une forme, on reconnaît un visage, on reconnaît de la matière, on reconnaît quelque chose qui est net, quelque chose qui est flou, et on arrive facilement à faire la différence. Et donc ici, normalement, on devrait se dire, bah, il pourrait quand même arriver à faire la différence avec le fond. Donc si je fais tout le tour, vous voyez qu'il y arrive plus ou moins bien, mais il va sélectionner des trucs qui sont pas du tout ça, quoi. Alors maintenant, vous remarquez un bouton là-haut qui s'appelle sélectionner un sujet. Et bah, en fait, Adobe Sensei, la technologie d'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs présente dans Lightroom CC sur le stockage en ligne, pour pouvoir identifier bah, des choses. Puisque par exemple, dans Lightroom CC, sur le stockage en ligne, je parle pas de Lightroom classique, toutes les photos qui sont stockées sur le serveur sur le Creative Cloud, vous pouvez faire des recherches même s'il n'y a pas de mots-clés, c'est-à-dire vous tapez une recherche, trouve-moi tous les visages, tous les chats par exemple, tous les chiens, trouve-moi des photos d'arbres, des photos de voitures rouges, voilà, vous pouvez faire des recherches comme ça sur des trucs que si vous ne les avez pas remplis, normalement ce serait impossible. Maintenant, l'intelligence artificielle peut savoir ce que c'est une voiture rouge, un palmier, un avion, un homme, une femme, un chat, un chien, etc., quoi. Donc en gros, cette technologie commence à arriver un tout petit peu dans Photoshop, et là on a sélectionné un sujet, vous voyez qu'il y a une analyse qui se fait, et ben, on a quand même une sélection, c'est exactement ce que je voulais en fait, c'est-à-dire que on a notre personnage qui a été sélectionné. Alors vous remarquez qu'en bas il s'est fait un tout petit peu avoir, c'est quand même pas super évident en même temps, hein, puisque la matière qui est présente ici, elle mord un tout petit peu sur le buste, donc en gros c'est une mine de sel en Pologne. Et ça fait partie des trucs que vous pouvez voir pendant la visite. Et donc typiquement c'est le genre de truc, bon, je sais pas à quel point, et alors je pense qu'il a reconnu un visage et qu'il a reconnu une différence de contraste et de matière, mais vous voyez qu'il a fait quand même un super bon job. Alors comme je vous ai dit, je vous fais pas de démo où les trucs marchent en un coup, et je peux aussi lui envoyer des trucs super difficiles. Donc pour qu'on puisse travailler en se disant on va voir comment ça marche dans d'autres images, donc vous voyez qu'on n'est pas loin là, il faudrait... Alors pour bien poursuivre la démo, en fait il faut aussi cliquer sur le bouton sélectionner et masquer, donc ça il n'y a rien de nouveau là-dedans, il n'y a rien de vraiment spécial à CC 2019 en tout cas, mais ils ont eu l'intelligence de le mettre juste à côté, ce qui fait qu'une fois qu'il a deviné pour vous, il vous permet de le masquer hyper facilement. Donc là on aurait quelques petites retouches à faire, mais globalement quand même en une seconde, on n'aurait certainement pas pris une seconde pour faire ça à la plume, on n'aurait certainement pas pris une seconde à la baguette magique, et du coup le dernier qui restait un peu automatique, qui pouvait nous sauver du temps, c'était la sélection rapide, et qui bon finalement il s'en sortait pas du tout. Donc ça pour le coup, je dis respect, parce que ça marche quand même pas mal. On va voir sur quelque chose de vraiment plus difficile, on va lui envoyer un tigre, et il est pas complètement net, et surtout il y a une texture de ouf un peu partout, c'est-à-dire il y a de l'herbe, il y a du bois, il y a du... Alors je sais franchement pas comment... Alors nous on voit un tigre, hein, ça c'est... Il y a un truc orange globalement par rapport au vert, donc ça je pense que lui en termes de couleur il doit pouvoir se le dire, mais quand il a les pattes un peu dans l'herbe et tout, enfin... Bon, détourer ça de toute façon c'est impossible, ça n'a aucun intérêt, vous n'allez pas pouvoir mettre ce tigre ailleurs que là, puisqu'il y a de l'herbe qui passe devant le pelage, hein. Il y a des trucs qui sont cachés, enfin... Mais vous pourriez vous dire, j'ai envie de le mettre sur une autre photo de paysage avec de l'herbe. Évidemment, vous n'allez pas mettre ce tigre assis au plein milieu de la ville, ou alors si vous voulez faire ça, vous facilitez vraiment pas la tâche. Mais on pourrait imaginer de devoir le mettre sur une autre image. Et donc il y a des petits bouts d'herbe, c'est pas très grave. Mais du coup, comment faire pour détourer un animal? En plus, il y a du pelage, il y a des endroits où c'est net ici, mais ici, avec les moustaches et tout, ça va être compliqué parce que ça va se mélanger. Bref, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc magique, comme dans les démos, où quand on appuie sur un bouton, ça marche? Alors ici, vous allez voir, il va mouliner un peu, et ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, c'est pas nickel chrome, il manque un bout de la queue, mais pour défendre un peu Photoshop, la queue, nous, on la voit parce qu'on la reconnaît, parce qu'on sait qu'il y a une queue qui continue, parce qu'on connaît l'animal, mais elle est quand même bien cachée par l'herbe. Et pareil, comme je vous l'ai dit, au niveau des pattes, évidemment, c'était pas évident. Mais globalement, sur cette photo, mettez-vous à la place de la machine, il a trouvé un truc là. Et ce truc-là, bien que la zone de netteté soit la même ici et ici, là tout ça c'est net, hein, la profondeur de champ forcément elle est très mathématique, il a quand même en gros détecté un animal, il a détecté le sujet, il a bien fait son job. Ici c'est une image qui est vraiment pas tellement faite pour ça, mais en l'occurrence il m'a facilité le job, c'est tout ce que je lui demande, c'est-à-dire que là si je vais vraiment détourer ce tigre pour le mettre ailleurs, il y a un peu d'herbe qui penche, je vais peut-être agrandir un peu au lasso ou quoi, mais il m'a fait quand même une bonne partie du taf. On va continuer, juste pour vous montrer que c'est quand même pas si mal. J'avais préparé hop, une petite photo, voilà, avec un canard qui se balade en Écosse. C'était pas en Écosse, je suis en train de réfléchir, je crois que c'était aussi en Pologne, un jardin asiatique, mais peu importe, c'est pas tellement le sujet. Là pareil, on a une profondeur de champ avec un seul truc qui est net,
qui est un canard. Pour nous, c'est évident que le sujet c'est le canard, en plus il est au centre, mais il y a d'autres trucs qui sont nets dans cette photo, et en plus il y a un reflet. Donc c'est vraiment pas un cadeau. Et on va cliquer sur sélectionner un sujet. Toujours pareil, vous voyez que l'analyse est assez rapide, et encore une fois c'est assez fou parce que voilà, il a trouvé le canard dans tout ça, c'est quand même plutôt un bon job, vous voyez qu'il manque pas grand chose. Alors il a eu l'intelligence à un endroit de pas prendre le reflet, c'est à dire que là il manque juste un petit bout, mais il a bien pris, et puis là, ici il y a beaucoup de netteté, et d'un coup il a pris les deux. Alors, c'est pas très grave, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que quand même sur toute une photo comme ça, pour une machine, il a détecté le sujet principal, et a priori ici ce qu'on aurait pu vouloir détourer, c'est bien le canard. Donc c'est pas exactement ce que Adobe voudrait me voir montrer. Encore une fois, je suis pas sponsorisé, donc je suis pas là pour faire des démos où en un clic le truc se fait tout seul. Mais en tout cas, pour un sujet, on va dire, qui est pertinent, là par exemple j'ai envie de détourer cette statue et mettre par exemple un fond noir, bah, vous avez vu que ça nous a quand même vraiment facilité la tâche, et pour le coup, aucun des autres outils n'arrivait à faire un job aussi bien. Et là, typiquement, prendre la plume pour ça, évidemment qu'on va y arriver avec la plume, mais bon, franchement, c'est chiant, la plume, ça n'amuse personne, et c'est super lent. Là, en une seconde, il m'a trouvé le truc. Et on a vu donc que même pour des trucs compliqués, ça nous mettait quand même le pied à l'étrier grandement, et je vais pas dire que parmi les nouveautés, c'est mon truc préféré, parce que je ne me suis pas encore bien décidé, pour être tout à fait honnête, sur ce qu'étaient mes nouveautés préférées de Photoshop CC 2019, mais avec le contenu pris en compte et sa nouvelle fenêtre, ça fait partie des trucs à mon avis qui vont vraiment faire gagner du temps, parce que ça avait l'air spectaculaire, ils en avaient un petit peu parlé, on avait vu des petites previews pendant l'été je crois, ou un petit peu avant l'été, donc c'était pas franchement une surprise, mais je pensais pas que ça marcherait finalement aussi bien, et encore une fois, en plus c'est une technologie qui va être améliorée, donc on peut se douter que tout ce qui va être mélange de textures, mélange au niveau de la profondeur de champ, quand il y a du flou dans du net dans du flou, quand il y a des reflets par exemple, tous ces trucs là, à mon avis, ça ne peut que s'améliorer avec le temps, et que l'algorithme puisse lui aussi se perfectionner. Je pense qu'à terme, on aura vraiment des façons de... Ça se fera pas tout seul, mais on pourra vraiment gagner du temps, et l'intervention humaine ne sera requise que pour parfaire le résultat ou le rendre créatif, ce qui est, et d'ailleurs ils le disent dans la conférence, mais quand même un des traits humains, avant qu'on se fasse complètement remplacer par des robots, c'est quand même quelque chose qui fait bien notre différence, donc essayez-le, dites-moi ce que vous en pensez, je suis assez curieux de savoir du coup si les photos que vous avez essayées, vous avez de bons résultats, mais en tout cas sur les différents tests que j'ai fait, quand je lui envoie des trucs vraiment super durs, on peut pas lui en vouloir, mais il fait quand même une bonne partie du taf, et quand on lui envoie des trucs comme ça où c'est évident pour nous, il fait exactement le travail qu'on attendait de lui, donc ce qui est pour moi mission accomplie pour cet outil. Voilà, sélectionner un sujet, un bouton qui est présent dans la sélection rapide, attention il n'est pas partout, si vous allez par exemple dans le lasso, il y a sélectionner et masquer, mais il n'y a pas sélectionner un sujet, donc il faut aller dans la sélection rapide qui est située juste en dessous. Alors c'est pas tous les jours qu'on a un nouvel outil dans Photoshop, c'est quand même plutôt un événement, un nouvel outil dans la boîte à outils. Alors si vous regardez à gauche ici, ça c'est l'outil recadrage, et juste en dessous on a l'outil image. Vous avez une petite vidéo explicative qui déjà vous spoil un petit peu la surprise, c'est-à-dire que ça permet tout simplement de caler des images dans des blocs facilement. C'est un outil qui s'adresse clairement à ceux qui font soit de l'interface utilisateur, soit du print. Ça vient plutôt d'InDesign comme technologie. Donc on va créer un document A4. C'est vrai que des fois on fait des documents, enfin moi je fais des documents A4, une page, je m'amuse pas forcément à ouvrir InDesign, je fais mon montage dans Photoshop, et en fait ça marche très bien. Puisque une fois que... Alors c'est vrai qu'il faut faire attention au rendu du PDF par rapport au typo, etc. C'est pas toujours aussi net que de le faire dans InDesign, mais bref. Des fois pour des petits travaux dont la qualité d'impression n'est pas primordiale, ça marche très bien. Néanmoins, quand on a à agencer des images, dans Photoshop c'est embêtant, parce que là si je veux faire une mosaïque d'images, alors je vais prendre une image, je vais copier, je vais coller, je vais la mettre... alors je pourrais faire un objet dynamique pour au moins maintenir la qualité si jamais je dois retransformer, mais... si jamais vous transformez ici, vous la mettez par exemple comme ça, puis si jamais vous avez besoin de la faire au format vertical, il va falloir faire une sélection, puis faire un masque, et puis si ensuite vous rechangez d'avis, il va falloir changer le masque, mais le masque quand vous faites ça, il n'est pas vectoriel, puisque j'ai pas fait un masque vectoriel, donc du coup on perd de la qualité, bref, à chaque fois que je rajoute une étape et une modification, j'ai un risque potentiel de perte de qualité, et puis c'est juste chiant, c'est pas pratique quoi. Alors que dans InDesign, on bouge une image dans un bloc, on la recadre, tout se fait de manière interdépendante. Le contenant et le contenu sont bien deux choses à part. Là, on se sert des masques comme d'un contenant, et le contenu, l'image, du coup, va interagir avec. Donc, c'était pas très pratique. Maintenant, on a cet outil qui va nous permettre de placer des blocs avec des repères commentés pour pouvoir les caler entre eux facilement. Donc, vous voyez que c'est quand même plutôt bien foutu. On va pouvoir, du coup, faire nos petits blocs, faire notre petite mise en page.
Et là, par exemple, une fois que j'ai mes blocs qui sont en place, il n'y a plus qu'à jeter les images. Alors, si vous travaillez avec Adobe Stock, et on l'a vu pendant la conférence Adobe Max, vous pouvez utiliser le panneau ici qui est présent dans l'interface et glisser directement. Ou si vous utilisez d'ailleurs évidemment le Creative Cloud pour stocker des fichiers, pour héberger des images, par exemple des trucs que le client vous a donné ou votre agence pour laquelle vous travaillez vous a donné, hop, vous les glissez, boum, directement dans le bloc. Alors, ça marche pas forcément comme ça si vous le voulez, on peut le faire autrement. Ce qu'on peut faire, c'est prendre l'image et la coller, et vous voyez que ça a été collé directement au-dessus. Mais du coup, alors ici, quand on va bouger l'image, vous voyez que je peux toujours la bouger, et le truc, c'est que dès que je vais vouloir la transformer, il y a un moment où on va pouvoir la faire passer dans un bloc, mais vous voyez que c'est pas très intuitif, en tout cas c'est pas aussi intuitif que ce qui nous a été vendu au moment de la conférence. Vous voyez que quand j'ai validé, bam, c'est rentré dans un texte. Donc on va revenir en arrière. En fait, le plus facile, c'est d'amener ces images en tant que calque, et vous pouvez d'ailleurs prendre Bridge et vous amuser à prendre des images dans Bridge et les charger en tant que calque dans Photoshop pour charger tout ça en calque indépendant. Une fois que tous les calques sont arrivés, ben, il suffit, vous voyez, de glisser par exemple ici sur un des cadres, et ça va marcher. Donc on va prendre les autres images, on va les coller vite fait, tac, voilà. Donc si j'ai une brochure à monter, un flyer, je vais pouvoir mettre ça ici, je vais pouvoir mettre mon canard au milieu, et vous voyez que du coup on peut alimenter les cadres très facilement. Alors ensuite, on peut choisir le cadre ou l'image, donc ça veut dire que quand on fait un CTRL-T, on va pouvoir mettre l'image à l'intérieur dans le format qu'on veut, donc ça c'est quand même plutôt pratique. Pareil, là-haut, je sélectionne mon cadre, hop, je sélectionne mon image, je fais CTRL-T. On va pouvoir mettre à jour avec l'échelle, du coup, puisque c'est le nouveau fonctionnement du CTRL-T, donc c'est quand même plutôt cool. Et vous voyez qu'évidemment, bah, c'est 100 fois plus rapide, 100 fois plus simple que de s'embêter, comme on le faisait avant, à aller caler tous ces trucs, donc il ne nous reste que la dernière. Bon, je ne vais pas faire les autres, parce que je pense que vous avez compris, mais hop, on va mettre à l'échelle. Et alors, du coup, vous pouvez être en train de vous demander, bon, c'est mignon, et maintenant, qu'en est-il si on veut mettre à jour les cadres pour changer d'avis? Alors, quand vous cliquez déjà avec l'outil déplacement, ça sélectionne les cadres tout seul. Quand les cadres sont sélectionnés, vous voyez que tant qu'il n'y a pas d'image dedans, on n'a pas les mêmes poignées. Quand il n'y a pas d'image dedans, ils sont en mode transformé, on peut les changer. Alors que là, on ne peut, entre guillemets, que les déplacer, je n'ai plus les poignées sur les côtés. Alors, en vrai, on a quand même la possibilité de faire CTRL-T, et vous voyez qu'on va pouvoir mettre à jour le cadre de texte. Par exemple, on va ici le mettre à bord perdu, voilà, pour qu'il aille au-delà du format. Et ça marche sans problème, et l'image se met à jour aussi à l'intérieur, et en plus c'est un objet dynamique, donc ça veut dire que la transformation est protégée. Alors, et du coup, vous vous demandez probablement, bah c'est cool, mais t'as fait que des rectangles, donc c'est quand même pas dingue. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose? Oui, il y a aussi une ellipse. Tada! Non, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que il n'y a pas qu'une ellipse et qu'un rectangle. On va prendre par exemple un texte. Donc ce que je vais faire, c'est juste enlever, je vais faire un peu de place en fait, je vais tout enlever, comme ça on va repartir d'un truc propre. Et on va faire un texte, et je pense que vous avez compris le but du jeu, c'est qu'on va l'appeler, alors vous voyez que quand on fait du texte, évidemment on a le lorem ipsum, on va l'appeler canard, et on va mettre bold, on va faire un gros calque de texte, voilà, ici, voilà, et donc maintenant je vais aller sur le calque, tout bêtement, faire un clic droit, et alors clic droit pas sur la vignette, sur le nom, et là vous voyez qu'on a convertir en image. Donc du coup, ben voilà, ça a fait un bloc image. Je vais prendre mon super canard, voilà, un petit coup de copier, CTRL-C, et je colle dedans, je vais le glisser dessus, et j'ai maintenant un texte, voilà, qui a servi de masque, et je vais pouvoir masquer mon image. Donc vraiment, quand on fait de la mise en page d'images dans Photoshop, que ce soit pour alimenter une application mobile, un prototype de site web, ou plutôt, à mon avis, je pense que c'est à ces gens-là que ça s'adresse pour le print, bah c'est évident que c'est extrêmement pratique. Alors moi qui ai déjà galéré avec ça, c'est peut-être pas la nouveauté la plus spectaculaire et peut-être celle qui va faire vraiment les gros titres pour ce Photoshop CC 2019, mais en tout cas moi perso qui fait encore pas mal de print, je me revois en train de galérer à le client qui change d'avis, qui me dit la mosaïque, ok mais on change telle image, on change tel cadre, on rajoute 12 images de plus, donc il faut retaper tous les cadres, il faut tout changer. Voilà, c'était vraiment la prise de tête, au point de vous dire, purée, en fait j'aurais dû le faire dans InDesign finalement, parce que on a voulu gagner du temps à rester dans Photoshop parce qu'il n'y a qu'une page pour notre flyer par exemple, et au final on se dit ouais non en fait j'aurais dû faire ça dans InDesign parce que je suis en train de galérer avec mes blocs. Bon ben maintenant on peut enfin utiliser ça, qui était plutôt une technologie d'InDesign, directement dans Photoshop, et c'est en tout cas perso ça fait partie du top 3 de mes nouveautés préférées, avec sélectionner un sujet, le contenu pris en compte dont l'interface a été améliorée,
Je sais pas encore, j'ai pas positionné mon top 1, top 2, top 3, top 4, mais je dirais dans le top 3 facile, avec sélectionner un sujet et le contenu pris en compte. Voilà. Peut-être que je changerai d'avis, je sais pas, en expérimentant les autres. Je vous invite, si vous faites du print et du design interface, je vous invite à essayer ce truc-là, c'est vraiment vraiment pratique. Alors parmi les autres trucs qui ont été améliorés dans Photoshop, sont des choses qui, bon, il ne mérite peut-être pas de s'étendre pendant des heures dessus, mais on en avait déjà un peu parlé au moment de Photoshop CC 2018, mais ça a été amélioré, donc je vous le remontre, mais c'est pas véritablement une méga nouveauté de Photoshop CC 2019. C'est quand vous êtes avec l'outil pinceau, donc j'appuie sur la touche B, vous avez le mode symétrie. C'était présenté en fait en 2018, l'année dernière, comme une nouveauté expérimentale en fait. Donc c'est pour ça que là, ça fait son entrée officiellement en tant que nouveauté dans Photoshop CC 2019, mais il y avait déjà une preview l'an dernier. Donc en fait, on va pouvoir tracer un axe. Donc on va mettre par exemple ici, mandala, on va mettre le nombre de segments à 4. Et donc maintenant que j'ai ce mode-là, quand je vais prendre le pinceau, donc je peux le transformer aussi auparavant, accessoirement, donc on peut faire une rotation, etc. Donc je vais valider. Et donc maintenant, quand je peins, en fait, eh bien, vous voyez que j'ai une symétrie qui se fait automatiquement selon la forme que j'ai choisie sur l'ensemble du document. Donc on peut le faire selon plein de trucs différents, je l'avais déjà montré dans ma vidéo sur les nouveautés de CC 2018. On peut lui dire de masquer la symétrie, histoire de ne pas avoir le truc en plein milieu. On peut faire symétrie de transformation pour faire apparaître les poignées et donc faire du coup une mise à jour. Attention, ça ne met pas à jour ce qu'on a déjà fait, mais maintenant ça met à jour si on se remet à dessiner. Donc voilà, ça permet de faire certains trucs en rapport avec la symétrie. C'est assez précis, alors clairement moi j'utilise pas ça tous les jours, mais pour ceux qui en ont besoin ça peut être assez utile. Je pense à ceux qui font de la retouche en architecture notamment, qui ont souvent besoin quand on fait de la retouche sur un plan ou aussi éventuellement sur de la texture pour de la 3D ou peut-être aussi sur du textile, sur des motifs. Donc il y a quand même pas mal de raisons d'utiliser ça dans plein de disciplines différentes. Je pense que ça parlera à ces gens-là tout de suite. Pour le commun des graphistes, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui paraît sauter aux yeux. Donc voilà, c'est présenté comme une nouveauté majeure sur la page là, du site Adobe de Photoshop CC 2019, genre un des trucs de 2019. Bon, moi je suis un petit peu plus mesuré, d'ailleurs je le mets pas tout seul là dans la vidéo, je vais vous montrer autre chose, et qui est aussi présenté comme une nouveauté majeure, mais c'est pas dingue non plus, c'est plutôt ce que ça aurait dû être à la base. À savoir, quand on fait fichier exportation et qu'on fait exporter sous, vous voyez que la fenêtre est maintenant beaucoup plus rapide. Donc on a vraiment une grosse amélioration des performances, mais pour autant on a toujours la possibilité de faire plusieurs versions d'une image pour par exemple préparer des images dans un format normal et un format haute densité IDPI, Retina comme on dit pour le web. Toujours accès évidemment aux différents formats d'exportation bien entendu. Toujours la possibilité de changer la taille, de changer la zone de travail et éventuellement d'inclure les métadonnées et le profil. Donc tout ça c'est des trucs qu'on avait déjà, mais les performances ont été grandement améliorées. Cette fenêtre, pour tout vous dire, j'utilisais même l'ancienne qui était à peu près aussi lente mais qui au moins me présentait les infos auxquelles j'étais habitué. Donc maintenant, si j'utilise pas exporter rapidement, l'exportation rapide, je vais pouvoir peut-être un peu plus travailler avec celle-là, qui jusque-là me paraissait quand même beaucoup trop lente. Autre truc qui est pas complètement ouf, mais pour ceux qui font de l'animation ou qui ont besoin de voir les images dans l'autre sens, souvent on voulait voir ce que donnait l'image quand elle était retournée. On faisait image, rotation de l'image, symétrie horizontale. Mais du coup ça prend tout et ça retourne tout et surtout ça fait faire une transformation à l'image qui sur des grands documents peut consommer beaucoup de ressources système et ça peut être un peu long. En fait maintenant dans affichage, on a symétrie axe horizontal directement dans la vue en fait. Et vous voyez votre document tel qu'il va être. Donc je vais le faire sur une nouvelle image, ça va peut-être être plus simple que sur le truc qui était fait avec de la symétrie en l'occurrence en plus. Donc je vais remplir par exemple hop en mauve, je vais faire un nouveau calque de texte en blanc et vous voyez que mon l'oreille ipsum quand je le rajoute il est à l'envers parce que j'ai la vue évidemment qui est activée. Donc affichage symétrie axe horizontal c'est bien coché, donc je vois le document retourner. Ça permet quand même de faire des choses un peu plus simplement pour ceux qui font notamment du design de personnages, qui travaillent les posings. Ça peut être utile aussi pour tous ceux qui font de la composition, de la mise en page, de voir un petit peu ce que ça donnerait dans l'autre sens éventuellement, suivant qu'on travaille sur la page de gauche ou la page de droite. Donc ça peut être utile à plein de corps de métiers créatifs différents, même si moi personnellement je pense tout de suite aux animateurs, à ceux qui font de la 3D, qui font du cara design comme on dit, qui préparent leur posing de personnages pour faire de l'animation. C'est vraiment pratique de ne pas avoir à faire une symétrie en dur comme on dit, et qui serait quand même beaucoup trop lourde. Donc
Il y a ensuite plein de petits trucs qui ont été mis à jour dans Photoshop. Je sais pas si je ferai pas une vidéo supplémentaire quand on aura eu un peu plus de temps pour y travailler, parce que pour l'instant, en fait, on n'a pas encore eu le récap complet, c'est-à-dire que ce qui a été donné à l'Adobe Max, c'est pas le détaillé précis. Donc, si vous avez des vidéos encore ensuite là dans le sommaire sur tuto.com, je le mettrai à jour puisqu'on peut mettre à jour les formations. Donc cette formation elle est gratuite et en plus je la mettrai à jour s'il y a des choses vraiment intéressantes que j'ai ratées. Et par contre là maintenant, on a fait un peu le tour de Photoshop. Vous voyez que il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs qui sont du détail et qui sont presque assez pas risibles, mais que ça fait sourire. Voilà, le coup du CTRL-Z, moi ça m'a fait beaucoup marrer pendant la conférence, mais en même temps c'est tellement intelligent, il est tellement utile de faire ça, et ça fait tellement longtemps qu'on le demandait. Mais là, on a fait le tour de Photoshop, on va passer à Camera Raw, puisqu'il y a un nouveau moteur, et il y a surtout une nouvelle fonction pour faire de la fusion HDR et panorama directement dans Camera Raw, donc il y a quand même des choses à voir, et donc je vous propose de clôturer ce chapitre sur les nouveautés Photoshop et de passer dans Camera Raw tout de suite. Alors, Camera Raw a été mis à jour, il fait partie de Photoshop même s'il partage son moteur avec Lightroom classique, et il y a aussi Bridge qui a été mis à jour. Je regroupe les deux dans une même vidéo parce que finalement ceux qui ne travaillent pas avec Lightroom peuvent avoir un flux de travail où ils trient, rangent leurs fichiers avec Bridge et les développent avec Camera Raw. Donc il y a tout un truc en ce moment sur la pérennité de Lightroom classique pour tous ceux qui ne veulent pas avoir à utiliser le nouveau Lightroom CC, qui n'en finit pas de devoir rattraper son retard sur Lightroom classique. Par exemple, une des nouveautés de Lightroom 6 de mars 2015, c'était la possibilité de reconnaître les personnes, faire la reconnaissance faciale. Une des grande nouveautés de CC 2019, le nouveau Lightroom avec le stockage dans le cloud, c'est les personnes. Donc en gros, un truc qu'on a depuis 3 ans sur l'ancien, ça fait partie des nouveautés du nouveau Lightroom. Donc il y a beaucoup de photographes qui se sont dit, bon, déjà je veux pas avoir à tout stocker dans le cloud, je veux pas m'abonner, et il y a eu cette espèce de trend de personnes qui ont quitté la locomotive Lightroom en se disant c'est peut-être pas quelque chose qui va être maintenu à jour, et les nouveautés vont peut-être pas être vraiment très folles. Donc déjà, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça explique un peu les nouveautés là dont je vais parler dans cette vidéo. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont passées dans un flux de travail Bridge plus Camera Raw pour faire leur édition de fichiers bruts, et il se trouve qu'il y a quelque chose qui était quand même très intéressant dans Lightroom. Alors évidemment le module bibliothèque on n'en parle pas, c'est pas le sujet, il a un très bon module bibliothèque, certains préfèrent utiliser Bridge à la place puisque finalement Bridge fait la même chose que le module bibliothèque. Mais pour le HDR et le panorama, il se trouve que certes Photoshop a photomerge, mais Lightroom a un excellent outil de panorama qui est meilleur que photomerge en fait, je trouve, puisqu'il permet de récupérer de la matière et de détordre l'image pour en faire vraiment quelque chose de très plat, et en plus il a un meilleur outil de HDR. C'est pas une fusion HDR Pro jusqu'en 32 bits comme Photoshop, mais pour faire de la fusion HDR de paysage par exemple, c'est vraiment quelque chose qui marchait bien, et on pouvait faire les deux en plus, c'est-à-dire qu'on pouvait assembler tous ces HDR dans Lightroom, récupérer tous les fichiers qui avaient le préfixe HDR dans le catalogue et boum, en faire en plus un panorama. Donc on pouvait faire du panorama HDR facilement. Ça c'est arrivé dans Camera Raw, et c'est quelque chose qui est assez étonnant de la part d'Adobe, de faire arriver du Lightroom dans Camera Raw, à part pour les outils de développement, puisqu'encore une fois ils partagent le même moteur. Je suis vraiment assez étonné. Évidemment qu'il y a du partage de technologies entre toutes les applications. On a parlé d'ailleurs dans cette même formation aux nouveautés que on a vu un outil par exemple arriver de InDesign, par exemple l'outil image qui fait des blocs, c'est clairement du InDesign qui arrive dans Photoshop, ou du Adobe XD, je sais pas, on peut le voir aussi comme ça, mais c'est des choses qui ont été développées ailleurs et qui ont été amenées. Mais pourquoi diable faire du Lightroom classique vers Camera Raw? À mon avis c'est parce qu'il y a encore ces deux outils qui sont peut-être vraiment intéressants pour ceux qui ne veulent pas aller dans Lightroom, et je pense que c'est assez intelligent de les avoir amenés. Alors comment ça marche? Donc là, je suis dans Bridge qui, vous le voyez, a subi une bonne petite cure. Il y a un joli lifting, l'interface c'est vraiment beaucoup plus joli qu'avant, c'est beaucoup plus unifié, c'est plus agréable à regarder. Et parmi les nouveautés que je peux vous citer rapido comme ça, on a maintenant un affichage ici des notes en dessous des dossiers pour mettre des étoiles. Je me souviens plus que l'on pouvait mettre des étoiles sur des dossiers. Alors c'est à vérifier, bon, mais c'est pas tellement sujet, mais vous remarquez que l'interface est présentée différemment, et donc on va rentrer dans un dossier ici où j'ai mis
du bracketing et du panorama. Donc en fait, quand on a ces images, donc on va prendre par exemple toutes celles qui sont rouges avec 5 étoiles, ça va déjà faire un petit peu le ménage. Et donc j'ai un panorama bracketé, donc prêt à être assemblé HDR, prêt à être assemblé en panorama. Donc on va ouvrir toutes ces images dans Camera Raw, on va faire ouvrir dans Camera Raw avec le clic droit. Donc en gros c'est Bridge qui pilote Camera Raw, donc vous voyez bien la fenêtre Camera Raw 11 qui dispose d'un nouveau moteur d'interprétation, donc c'est une des nouveautés aussi. On a un nouveau moteur d'interprétation des fichiers bruts. C'est pas, alors vous verrez rien à l'œil nu quasiment. Par contre, quand on s'attarde au temps foncé, apparemment, je dis bien apparemment, j'ai pas encore vérifié, ça vient de sortir depuis 1 heure, ça mérite de faire des tests et de comparer les boîtiers et tout. Enfin, il y a quand même beaucoup de gros trucs de geek et de gros trucs de nerd sur les fichiers bruts où il y a des gens qui vont les comparer à 6400% si ça bruite plus ou moins. Bon, on verra, mais en tout cas, il y a un meilleur support des basses lumières annoncées, en particulier sur les nouveaux boîtiers et les dernières technologies d'appareils photo. Donc, en gros, pour le commun des mortels, ce que j'ai envie de vous dire, c'est automatique, c'est le nouveau moteur par défaut, et il est mieux, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on verra après si les tests le révèlent, si c'est flagrant, mais ma foi, c'est toujours bon à prendre. Donc, évidemment, comme c'est le moteur, c'est dans Camera Raw 11, et c'est dans le nouveau Lightroom Classic CC 2019. Ça commence à faire un nom un peu compliqué. Et donc la nouveauté, c'est que quand vous ouvrez plusieurs images ici dans Camera Raw, vous pouvez toutes les sélectionner, et si vous faites un clic droit, vous avez Fusion HDR, Fusion en panorama ou Fusion en panorama HDR. Alors avant, déjà on n'avait pas ça dans Camera Raw tout court, mais en plus, quand on l'avait dans Lightroom, on était obligé de faire les trucs un par un, c'est-à-dire que d'abord on assemblait a priori, en toute logique, tous les HDR, donc tous les trucs qu'on avait bracketés, donc toutes les vues de notre panorama. On faisait les HDR, et ensuite tous les HDR qu'on avait obtenus, eux, on les assemblait en panorama. C'est dans ce sens-là qu'on le faisait. Ça marchait super bien. Moi d'ailleurs, j'ai fait toute cette séance-là en Écosse d'il y a 2 ans. Je l'ai faite dans Lightroom, parce que pour le coup, je trouve que Lightroom classique, donc, a vraiment un outil de HDR et de panorama qui est vraiment mieux, et qui en plus est beaucoup plus rapide que Photomerge, et beaucoup plus rapide que la Fusion HDR Pro de Photoshop. Donc même si maintenant, et j'ai fait une vidéo là-dessus sur YouTube, j'utilise plutôt Photoshop pour développer directement mes photos, je passe quasiment plus par Lightroom. Il y a quand même une exception, c'est que vraiment pour faire du HDR, je suis pas fan de HDR très violent, mais j'aime bien un tout petit peu de détail sur certains paysages. Ça peut valoir le coup de le faire, et en tout cas mes panoramas, je passais carrément par Lightroom, je passais pas du tout par Photomerge. Donc maintenant de le faire dans Camera Raw, franchement ça m'arrange énormément, je vais être honnête, je trouve ça vraiment cool. Donc on va balancer ça en panorama HDR, donc en gros, boum, on lui envoie tous les trucs bracketés, on lui envoie toutes les vues, et il va évidemment détecter tout seul les vues qui sont bracotées, les assembler en HDR, et ensuite ce résultat, bam, les assembler en panorama, il fait tout le boulot pour nous. Alors si j'avais voulu faire qu'un seul truc, par exemple que assembler en panorama, alors évidemment je lui aurais pas amené des images bracotées, on aurait pu amener juste les vues qui constituent le panorama et cliquer sur Fusion en panorama. Et vous voyez qu'on a ici le résultat. Cette fenêtre correspond exactement au moteur que l'on aurait dans Lightroom, donc c'est vraiment cool. On a déformation du contour ici qui vous montre comment l'image serait déformée, mais en l'occurrence ici, nous, par défaut, ça nous convient très bien puisqu'on a fait une projection sphérique qui est le meilleur résultat. Vous voyez ici que j'ai recadrage automatique qui a été sélectionné. Donc vous voyez que ça, le fait de faire recoller la matière sur les bords, c'est vraiment cool, mais vraiment vraiment cool, parce que ça, Photomerge, le seul moyen de lui dire de le faire, c'est de coller un contenu pris en compte derrière. Et encore, je trouve que le résultat est moins bien. Donc en gros, c'est comme si on était dans Lightroom, sauf que maintenant, ça se fait directement dans Camera Raw. On va envoyer ça sur le bureau, histoire de voir le résultat. Et vous voyez qu'en plus, c'est quand même plutôt rapide. Boum, j'ai un résultat qui a été fait que je peux continuer à développer en brut. Donc c'est quand même vraiment vraiment sympa. Si on était dans Lightroom, il aurait rajouté ça automatiquement au catalogue. Donc maintenant, cette image, là vous le voyez, des développements qui ont été faits dessus pour faire cet effet HDR, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais évidemment pas sélectionné des images braquetées. Donc on a le beurre et l'argent du beurre, on assemble tout d'un coup directement dans Camera Raw, il n'y a plus qu'à envoyer ça dans Photoshop. On aurait pu faire un fichier brut au passage, on aurait pu utiliser le mode ouvrir en tant qu'objet en appuyant sur Alt, il me semble, Shift ou Alt, mais bon. Et j'ai mon image assemblée, voilà, panorama HDR au format DNG. Attention, moi j'avais pas activé les options de flux de production en 16 bits, clairement c'est plutôt quelque chose qu'il faudrait faire.
J'ai laissé ici le mode par défaut qui est resté en Adobe RGB 8 bits, il faudrait quand même plutôt faire du 16 bits quand on fait ça. Ce serait un petit peu plus approprié quand on fait du HDR, notamment pour récupérer des valeurs dans les basses et surtout les hautes lumières. Vous l'avez compris, s'il y a bien un truc que je trouve cool, surtout moi qui n'utilise plus trop Lightroom en développement mais plutôt Photoshop et Camera Raw, ben voilà, j'ai récupéré les outils HDR et Panorama, et quand je fais du paysage, ben moi franchement je trouve ça super cool de pouvoir faire ça directement là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz votre avis. Je trouve aussi plutôt bienvenue la nouvelle interface de Bridge qui est vraiment très très propre, tout en flat design, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus unifié qu'avant. Il y a probablement d'autres petites nouveautés ici à droite à gauche que j'ai pas encore vues, mais globalement je trouve ça plutôt bien foutu. Et moi qui suis passé de Lightroom à Bridge, j'utilise encore un peu Lightroom pour des catalogues, je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je fais quand même beaucoup de Bridge, un logiciel que j'ai appris à aimer parce qu'il s'est beaucoup amélioré par rapport aux premières versions, même si je l'aimais pas du tout au début. Donc du coup je suis agréablement surpris par cette nouvelle interface, je m'y attendais pas. Et alors si vous n'utilisez pas Bridge, ben ça va pas vous servir, c'est sûr ça va vous faire une belle jambe comme on dit, mais moi en tout cas voilà, je suis très content des nouvelles choses qui sont arrivées dans Camera Raw et dans Bridge. On va du coup s'arrêter là pour Camera Raw et Bridge parce qu'il n'y a pas, il y aura des petits trucs, mais il n'y a pas full de nouveautés. On va s'arrêter là aussi pour l'ensemble donc des nouveautés de Photoshop CC 2019. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos dans l'ordre, mais là normalement pour l'instant cette vidéo est la dernière de ma première salve de nouveautés. Comme je vous l'ai déjà dit, on va faire une deuxième passe un petit peu plus poussée pour voir si on n'a pas oublié des trucs, mais parmi les grandes annonces, l'essentiel des nouveautés, vous l'avez là. Tout ce que vous avez vu jusque là, c'est vraiment l'essentiel des nouveautés. Si j'ai raté un petit truc, ou un gros truc, hein, pourquoi pas, si on est passé à côté de quelque chose, une fois que j'aurai bien épluché tout ça, je le rajouterai dans la formation sur tuto.com. Sur YouTube, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, on ne peut pas mettre à jour une vidéo, donc je vous invite éventuellement à consulter la vidéo qui correspond sur tuto.com, je mettrai le lien. Donc en gros c'est la même chose, sauf que sur tuto.com évidemment ben, vous avez accès à toutes mes autres formations, gratuites ou payantes, et vous avez accès à des formations qui se mettent à jour automatiquement quand je publie de nouvelles vidéos à l'intérieur du sommaire, donc c'est quand même super pratique de pouvoir faire ça, et donc merci à tuto.com de me permettre de le faire, et de permettre à mes clients de bénéficier des formations sur les mises à jour du Creative Cloud de manière gratuite, puisque je vais pousser cette vidéo pour ceux qui ont acheté la formation à Photoshop CC 2017, la formation complète. Donc c'est disponible en tant que vidéo à part, mais chers clients qui ont acheté la formation complète, vous allez aussi du coup bénéficier de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, du coup, bah, vous l'avez déjà vu. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir avec ces nouvelles versions du Creative Cloud et de Photoshop en particulier. C'est toujours un événement, une nouvelle version de Photoshop. En ce qui me concerne, c'était ma 21e version de Photoshop. Ça fait plus de 20 ans que je l'utilise, 21 ans pour être précis. Donc je viens de prendre un petit coup de vieux. Allez, on dit cap sur les 30 et je vous retrouve très bientôt. Merci, ciao ciao.